Soudainement, des donjons sont apparus de nulle part un peu partout sur la planète Terre. Des créatures insensibles à l'armement moderne ont commencé à en sortir, plongeant l'humanité dans le désespoir le plus total. Cependant, les gens ont vite remarqué que les monstres et les labyrinthes étaient identiques au célèbre jeu Vanaheim Online. Sur ce, certains individus se sont éveillés en tant que joueurs capables de combattre la menace. Ces guerriers ont reçu des classes spécifiques et ont commencé à former des guildes pour unir leurs forces. Dans ce monde chaotique, la lutte pour la survie est devenue une routine face à d'immenses ennemis comme le haut démon Balzaphal. Menant la guilde de la lance radieuse, l'un des guerriers ordonne à tous d'attaquer la créature en même temps. La magicienne du groupe se réjouit déjà de leur montée en rang, assurant que l'apéro de la victoire est garanti pour le retour. Gonflés à bloc, les membres foncent de toute leur force sur le puissant ennemi. Cependant, Balzaphal se contente de libérer une puissante aura magique violette autour de lui. La magicienne cède vite à la panique, réalisant bien trop vite que quelque chose cloche sérieusement. En un clin d'œil, une sombre explosion frappe le groupe de plein fouet, balayant tout le monde en arrière. Les membres de la guilde s'effondrent au sol, complètement vaincus par la violence du choc. Luttant pour rester conscient, le guerrier admet que le démon a un niveau absurde après les avoir balayés en une seule frappe. Le haut démon affirme alors que ce serait un énorme gâchis de simplement les rayer de la carte, ici même. En déployant un cercle magique, le vilain prévient qu'il va laisser ses humains le divertir un petit peu. D'un coup, le guerrier est transporté dans un décor recouvert de lave, totalement assommé par la chaleur accablante. Il regarde autour de lui, essayant de comprendre dans quel endroit insensé ils ont atterri. Avec un rire sinistre, Balzaphal déclare que les humains sont bien naïfs de ne croire qu'en ce qu'ils voient. Le chef de guilde cède à la panique, conscient que si l'affrontement continue ainsi, c'est la fin pour eux tous. Mais très vite, une mélodie décontractée brise la tension, provenant du protagoniste qui vient tout juste d'arriver dans la zone. Il observe l'environnement volcanique et complimente la magie du démon, admettant que c'est une illusion rudement bien ficelée. Avec un geste poli de son chapeau, le jeune homme demande si le vilain peut projeter ce décor n'importe où. Le monstre est intrigué, surpris qu'un simple insecte humain ait pu voir clair dans son tour. D'un claquement de doigts, Balzaphal dissipe sa magie d'environnement. Le volcan s'évapore, dévoilant à nouveau les couloirs du château et faisant enfin comprendre la supercherie aux guerriers. Même soulagé par cette révélation, il continue d'avoir des sueurs froides, encore très tendu par la situation. Là-dessus, le chef remarque le protagoniste, complètement perdu sur son identité ou sur le moment où il a bien pu popper dans la salle. Ignorant l'ambiance pesante, le jeune homme se balade dans le château en inspectant une étagère de potions, visiblement ravi de sa trouvaille. Il tapote une sombre armure, se demandant si un humain pourrait utiliser les objets de collection des démons. Cette attitude, complètement désinvolte, attire vite l'attention et agace visiblement le vilain. Sans perdre une seconde, la créature invoque une sphère d'énergie obscure sur un pilier. Le guerrier s'affole et ordonne au jeune homme d'arrêter de jouer avec le feu dans un endroit aussi dangereux. Sur un ton léger, le protagoniste répond que c'est justement dans les moments difficiles qu'il faut trouver le temps de s'amuser. Agacé par tant d'audace, Balzaphal libère sa puissance et prévient que percée à jour, l'illusion ne les sauvera pas de la défaite. Le décor change à nouveau, faisant cette fois surgir un volcan gigantesque en éruption prêt à les rôtir. Le réalisme est tel que le guerrier tente de protéger son corps de la chaleur insupportable. Pendant ce temps, le garçon au chapeau observe la scène avec un calme olympien, comprenant l'astuce derrière ce sortilège brutal. Il se promène tranquillement dans ce décor apocalyptique, remarquant que les illusions ne servent qu'à masquer les vraies attaques. En touchant l'un des fragments tombés au sol, il déduit que le vrai danger n'est autre que les propres pierres du château. L'illusion volcanique commence alors à se dissiper sous le choc le plus total du démon. Le jeune homme exhibe alors la sphère sombre dans sa main, révélant que cette magie absurde n'était que l'œuvre d'un objet d'héritage. Balzaphal claque la langue, minimisant la perte en disant que cet artefact n'était qu'une attraction secondaire sans intérêt. Lassé de ses enfantillages, le monstre concentre une magie massive, promettant de réduire l'intruse en poussière. Loin d'être intimidé, l'envahisseur trouve ça amusant et décide de se mêler à la partie pour de bon. Avec l'orbe volée en main, il active une compétence d'esprit ludique pour extraire le potentiel caché de la cible. Plusieurs copies identiques du garçon apparaissent dans les airs, mettant le démon au défi de trouver la vraie forme. Le vilain est indigné de voir qu'un simple humain a pris le contrôle absolu de sa relique d'héritage. Débordant de rage pure, la créature jure de détruire toutes ces illusions agaçantes d'un seul coup. De violents faisceaux de lumière violette fusent impitoyablement contre les fausses cibles éparpillées dans la salle. L'attaque dévastatrice balayait la pièce, désintégrant les copies magiques en un instant de pure puissance. Pourtant, le protagoniste apparaît indemne dans le dos de l'ennemi, lui signalant sur un ton moqueur qu'il a tiré à côté.
Avec un air supérieur, il lui renvoie sa précédente provocation en demandant qui a vraiment échoué à voir l'essence des choses ici. Il explique tranquillement que ces gigantesques magies de terrain ne servaient qu'à laisser le temps au monstre de charger des sorts trop lents. Entendre sa tactique exposée comme une banalité laisse le monstre écumant de fureur et d'indignation. Voyant une ouverture grâce à cette discussion, le chef de guilde décide d'agir, mais réalise vite qu'il a les mains vides. C'est là que le protagoniste lui montre qu'il lui a emprunté sa lance, demandant de façon très cynique s'il peut s'en servir. Sans attendre la réponse, il active la magie de mimétisme, recouvrant l'arme de longue portée d'une intense aura verte. Dans la foulée, le garçon invoque un dé divin, capable de générer des effets et des améliorations aléatoires en plein combat. Le cube doré brille intensément dans les airs pendant qu'il définit la force supplémentaire appliquée au prochain mouvement. Boosté par cette combinaison magique, la lame de la lance prend des proportions gigantesques et menaçantes. Le protagoniste prend l'élan parfait et propulse la structure colossale de toute son énergie. L'arme gigantesque déchire l'air sombre du château, telle une comète nimbée de pure puissance verte. L'impact frontal pulvérise les défenses du haut démon, lui arrachant un gémissement étouffé de profonde agonie. Une violente explosion croisée de lumière aveuglante dévore complètement la créature colossale. Tandis qu'il se désintègre dans les airs, Balzafal n'arrive pas à accepter que sa fin soit arrivée de manière aussi humiliante. La menace totalement écartée, le vainqueur se contente de tenir le bord de son chapeau d'un geste tranquille. Il lâche un petit rire léger, concluant que se battre n'a aucun intérêt si l'on ne profite pas du moment présent. Toujours assis par terre, le guerrier fixe la scène, stupéfait, réalisant que ce type nonchalant a éliminé la bête à lui tout seul. En observant le jeune homme devant lui, le chef de la guilde Lance Radieuse se demande bien quelle peut être sa classe. Une fenêtre verte du système apparaît alors, affichant la classe joueur. Très surpris par cette révélation, le guerrier avoue n'avoir jamais entendu parler d'un truc pareil. Et voici l'histoire de comment on en est arrivé là. C'est la trajectoire d'un homme qui ne savait absolument rien sur la façon de jouer ou même de s'amuser. À l'époque, le jeune homme vivait ses journées de manière complètement vide et sans le moindre espoir. Jusqu'au jour où il s'est éveillé avec la classe suprême de joueur et a simplement décidé de terminer tous les donjons. Tout ce grand chamboulement a commencé, il y a exactement 1 an. En pleine nuit, ses doigts tapaient frénétiquement sur le clavier de l'ordinateur. Le jeune homme restait scotché à son écran de bureau malgré un épuisement visible. C'est là qu'un supérieur s'approche en appelant Anno, lui demandant la raison de cet air si déprimé. En regardant M. Totsuka, l'employé s'entend dire qu'il n'y a aucun espoir pour un tir au flanc incapable d'atteindre ses objectifs. Pour se justifier, Anno affirme que ramener 50 nouveaux contrats par mois est impossible, vu qu'il travaille déjà jusqu'au dernier train tous les jours. Le chef s'agace de cette réponse et le prévient que, pendant que les autres s'amusent, c'est sa chance à lui de passer devant. Exploité par Totsuka du matin au soir, c'était la triste réalité de Yuma Anno à 25 ans. Son unique échappatoire, au milieu de ce cauchemar quotidien, était le célèbre jeu Vanaheim Online. En 3 ans depuis son lancement, le jeu avait dépassé les millions d'utilisateurs pour devenir un véritable phénomène de société mondiale. Le charme de cet univers mythologique résidait justement dans ces personnages virtuels qui semblaient réellement vivants. Les donjons truffés de pièges exigeaient des joueurs qu'ils élaborent de bonnes stratégies avec leurs alliés. Surtout, Yuma adorait la multitude de professions et la liberté offerte par le système, chérissant chaque objet rare obtenu comme un trésor inestimable. Pour quelqu'un vivant comme un véritable esclave de l'entreprise, ce jeu représentait absolument tout. C'était sa seule fuite face à une routine douloureuse et la seule réalité où il sentait pouvoir vivre pour lui-même. Assis sur le sol de sa chambre, le garçon jouait avec son équipe et les prévenait qu'il allait renouveler les buffs de soutien. Sincèrement heureux pendant ses parties, il pensait que ces instants dureraient pour toujours. Mais cette tranquillité fut vite brisée par un rappel à l'ordre brutal au travail. Son chef, Totsuka, affirme l'avoir aperçu connecté sur le jeu pendant le week-end en déduisant qu'il a visiblement trop de temps libre. Choqué par cette intrusion, Anno réalise que son supérieur lui a confisqué son téléphone de force juste pour fouiller son compte. Tenant l'appareil en otage, le chef lui ordonne de céder son compte sur le champ puisqu'il va maintenant le faire travailler tous les jours sans repos. Sans la moindre pitié, Totsuka prévient qu'il va récupérer tous les équipements et objets du jeune homme pour son usage personnel. Yuma cède à la panique totale et le supplie de ne pas transférer les biens de son personnage, car c'est tout ce qu'il a de plus précieux. Le sol se dérobant sous ses pieds, le jeune homme découvre que son compte a été supprimé par son patron impitoyable. N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite, il voit son téléphone s'illuminer au milieu de la nuit avec de nouvelles exigences professionnelles. Recroquevillé dans son lit, dans l'obscurité, le garçon souhaite du plus profond de son être que ce genre de monde disparaisse pour de bon. Soudain, la réalité elle-même semble se briser
tel du verre éclatant en plein air. Le lendemain matin, ses pas traînants résonnent alors qu'il marche sans la moindre motivation. Bien que complètement brisé de l'intérieur, Hanno finit par se rendre au bureau, avec des termes comme « bête de somme corporative » tournant en boucle dans sa tête. Vidé de toute énergie, il se concentre sur son travail pour éviter que son salaire ne soit amputé à cause d'objectifs non atteints. Cependant, l'employé remarque une atmosphère étrange et lève les yeux, perplexe. Le couloir de l'immeuble s'était transformé en une immense salle de pierre, laissant le garçon sans la moindre idée d'où était passé son bureau. Désespéré par cette situation absurde, Hanno frappe de toutes ses forces sur l'immense porte en bois, mais celle-ci refuse de s'ouvrir. En inspectant mieux l'architecture, il réalise que ce portail est identique à ceux présents dans le jeu Valheim. Un bruit soudain résonne dans le couloir de pierre, effrayant le jeune homme sur le coup. Face à lui surgit une créature pleine de poils et de crocs acérés que Yuma identifie immédiatement comme l'un des monstres du jeu. La bête bondit violemment vers le garçon, qui prend conscience du danger imminent. Incapable d'esquiver à temps, le protagoniste encaisse l'attaque rapide de plein fouet. Tenant son bras blessé, il ressent la douleur bien réelle de l'entaille et reste en état de choc, incapable de comprendre ce qui se trame. Sachant que c'est la fin pour lui s'il reste planté là, l'employé se met à courir dans le couloir sombre pour fuir la créature. La course-poursuite continue à travers les chemins de pierre, tandis que le jeune homme tente désespérément de semer la bête. Il arrive vite face à une intersection et doit choisir sa direction en une fraction de seconde. Sans hésiter, le garçon prend à droite et accélère l'allure pour ne pas se faire rattraper. En s'adossant contre une immense grille, il s'assoit par terre, le souffle court mais soulagé d'être à l'abri pour le moment. En observant les environs, Yuma constate que ces portes ont réellement l'air de sortir tout droit du monde virtuel. Sa terrible rencontre avec ce monstre est d'ailleurs la preuve accablante de toute cette folie. En rassemblant les pièces du puzzle, le jeune homme arrive à la conclusion incroyable qu'un donjon du jeu est apparu dans le monde réel. Cette pensée délirante le laisse paralyser le temps d'assimiler cette nouvelle réalité. C'est alors qu'une étrange lueur attire son attention vers un piédestal au centre de la salle mystérieuse. Le garçon s'approche de l'autel de pierre pour examiner l'objet qui y repose. Il s'agit d'un vieux grimoire intitulé « Le journal des 1000 nuits de Ludion ». En lisant les pages, il découvre qu'il s'agit du journal d'un personnage ayant voyagé à travers le jeu, un élément qu'il n'avait jamais vu en ligne. Le texte décrit des aventures absurdes, comme une fameuse fête de la soupe aux champignons vénéneux dans la forêt des sorcières. Les écrits font aussi mention d'un grand duel de pêche contre un monstre redoutable. En plus de raconter comment l'auteur s'est fait bannir pour avoir triché aux cartes dans la guilde des voleurs hommes-bêtes, en lisant des anecdotes aussi farfelues, le garçon ne peut s'empêcher de sourire face à la situation. Yuma finit par rire tout seul, trouvant fascinant que quelqu'un puisse être aussi libre et intéressant. En comparant ça avec sa propre existence, il s'avoue qu'il a été un parfait crétin de juste baisser la tête et d'obéir à son boss. Éprouvant une pointe de jalousie envers ce périple fantastique, le jeune homme confesse qu'il aurait aimé vivre de façon aussi insouciante. Le cœur lourd, Hanno souhaite du plus profond de son âme être bien plus libre qu'il ne l'était. Répondant à son vœu, le journal mystérieux commence soudainement à briller d'une lumière éclatante. Le livre se dissipe en pure énergie magique, qui commence à être directement absorbé par le corps de l'employé. En regardant ses propres mains rayonnantes, il est émerveillé sans vraiment saisir ce qui lui arrive. Une immense aura dorée l'enveloppe complètement, soignant ses blessures, tandis qu'une douce chaleur parcourt ses veines. Une notification l'informe que le jeune homme s'est éveillé en tant que joueur, remplaçant son costume de bureau par une élégante tenue magique. Le système confirme qu'il a obtenu la classe cachée de l'ancien jockey, le joueur légendaire, le laissant très perplexe devant ce nouveau look. En consultant sa nouvelle fenêtre de statistiques, Hanno s'aperçoit que la classe joueur n'existait même pas dans Valheim. Ses pensées sont interrompues par un fracas monumental résonnant depuis les immenses portes en bois face à lui. En jetant un œil par-dessus son épaule, Hanno entend le vacarme et se demande si le monstre de tout à l'heure fait son grand retour. Avec sa nouvelle classe de joueur, il remarque qu'il peut enfin se défendre, le seul hic étant qu'il n'a aucune arme sous la main. La bête défonce la porte en bois d'une violence extrême et bondit à l'intérieur du hall. Sans reculer, le garçon comprend qu'il doit terrasser la créature à tout prix, sinon c'est la fin pour lui. Déterminé, il conclut que si le monde s'est changé en jeu vidéo, personne ne connaît les règles mieux que lui. Le monstre lâche un rugissement furieux en se préparant à fondre sur l'intrus. En adoptant une posture de combat, le protagoniste se concentre pour prouver qu'il a les moyens de riposter. Sans perdre une seconde, il jette un objet de toutes ses forces contre la créature. Le projectile fait mouche en plein dans l'œil du monstre, lui arrachant un couinement de douleur. Enragé, la bête fend les airs pour foncer droit sur sa cible. Tenant une autre petite pierre, Hanno reste confiant,
sachant très bien qu'une attaque basique ne ferait pas l'affaire. Sur ce, il serre fermement l'objet dans sa paume. Une rafale de coups critiques percute la bête dans un éclair aveuglant. Le monstre s'effondre au sol, complètement vaincu, prouvant que la théorie de l'employé tenait la route. En vérifiant ses statistiques, il remarque que sa chance est au niveau 21, ce qui lui permet d'infliger d'énormes dégâts critiques à répétition. Équipé du fragment aiguisé qu'il vient de looter, le garçon gagne un boost puissance d'attaque. Il s'élance à pleine vitesse, lâchant un cri de détermination pour faire face au prochain défi. D'un mouvement fulgurant, Anno assène une frappe fatale à la créature qui essayait de le surprendre. Le monstre se dissipe en étincelles magiques, juste après avoir encaissé le coup final. Ravi de cette victoire, il monte en niveau et constate une nette augmentation de ses statistiques. Enveloppé par l'énergie verte du système, le jeune homme ressent dans sa chair la véritable puissance d'un joueur. En arpentant les couloirs obscurs, l'employé se fait la promesse de sortir d'ici en un seul morceau. Face à un sombre portail, il déduit que battre le boss de la zone sera sa seule porte de sortie. Dans un autre recoin du labyrinthe, une silhouette familière déambule également dans la structure de pierre. Il s'agit du chef Totsuka, qui progresse dans le donjon avec un sourire sadique aux lèvres. De son côté, Anno se débarrasse facilement d'autres monstres grâce à sa montée en niveau. Cette aisance s'explique par le fait qu'il connaissait déjà par cœur les schémas d'attaque de tous ses ennemis. Arrivé enfin devant la porte titanesque dégageant une aura lugubre, il se demande s'il a trouvé la salle du boss. C'est là qu'une voix familière prononce son nom, le faisant se retourner avec surprise. Le bruit des pas se rapproche, tandis que l'individu se moque de voir que le garçon s'en sort bien. La panique envahit le jeune homme lorsqu'il reconnaît le visage de son supérieur hiérarchique juste devant lui. Portant une armure, Totsuka explique qu'il s'est retrouvé coincé dans ce bazar alors qu'il le cherchait au bureau. Lâchant un rire suffisant, l'homme se vante d'avoir atteint le niveau 6 en tant que guerrier, après avoir nettoyé quelques monstres. Le garçon écoute tout ça dans un silence de plomb, sentant l'ambiance devenir lourde à couper au couteau. Sans la moindre gêne, le boss prévient qu'il va utiliser l'employé comme un pas vivant pour faire diversion face au boss du donjon. Hésitant, Anno tente de protester contre ce plan complètement suicidaire. Dans la seconde, Totsuka l'agrippe violemment par le visage, lui rappelant que ses ordres sont absolus. D'un violent coup de pied dans le dos, le guerrier balance le garçon directement dans l'obscurité de la salle. Étalé sur le sol de la pièce lugubre, le protagoniste halète de terreur tandis que la menace s'éveille. Le titanesque gardien du labyrinthe émerge des ombres en grognant d'une façon effroyable. La bête pousse un hurlement assourdissant qui fait trembler les murs de pierre. Le monstre déclenche une attaque fulgurante qui frôle le jeune homme, lequel appelle son supérieur à l'aide en hurlant. Posté à l'entrée, l'homme ricane et ordonne au garçon de se faire gober vite fait pour faire baisser la garde de l'ennemi. Froid et calculateur, il affirme que le rôle d'un simple larbin est de se sacrifier pour son patron. Incapable de fuir, le garçon encaisse un coup dévastateur de la créature et valdingue au loin. Projeté contre le sol, Anno refuse d'accepter que sa vie se termine en servant une ordure pareille. Soudain, une voix énigmatique annonce qu'elle ne peut pas rester là à regarder sans rien faire. Une délicate aura dorée commence à graviter doucement autour du garçon à terre. L'énergie magique prend les traits de l'esprit d'un vieil aventurier qui appelle le jeune homme l'élu. Totalement désorienté par cette apparition spectrale, l'employé lui demande son identité. L'esprit balaie la question, affirmant que le seul détail crucial est que le garçon est devenu un joueur. Volétant joyeusement autour de lui, l'entité promet de lui prêter sa force pour qu'il s'amuse un bon coup. Pendant ce temps, de l'autre côté du seuil, le guerrier trouve que la situation prend un peu trop de temps. En observant par l'encadrement, Totsuka remarque que le boss du donjon s'est soudainement figé. Perdant patience, le vilain ordonne au garçon d'arrêter de marmonner tout seul et de se laisser manger une bonne fois pour toutes. En lieu et place de la peur, Anno affiche désormais une froideur et une concentration absolue face au danger. Enveloppé par une puissante bourrasque verdâtre, le protagoniste interpelle son patron tant détesté. L'entente de ce ton autoritaire prend l'homme au dépourvu dans la seconde. Se relevant, débordant de magie, le jeune homme déclare qu'il n'est plus un simple sous-chiffre. À ses côtés, l'esprit l'encourage à savourer l'instant, prêt à lui montrer comment utiliser une véritable compétence. À bout de patience, le monstre géant fait un bond féroce, la gueule béante, prêt à engloutir sa proie. Emballé par l'action, l'entité fantomatique pointe son doigt en direction de la menace. Une explosion colossale de magie verte jaillit du corps d'Anno, frappant la créature en plein estomac. L'impact est si violent que les yeux de la bête menacent de sortir de leurs orbites sous le choc. Totalement impuissant, le boss de la salle est balayé au loin par le maelstrom de puissance brute. Ajustant son chapeau d'un air détendu,
L'esprit se moque en disant que le grand boss est aussi fragile qu'un simple sbire. À terre et mal en point, la créature lâche un faible gémissement en fixant la porte. Le vieil aventurier capte son regard et plaisante en disant que même le monstre a compris que le vrai déchet à éliminer, c'est Totsuka. Hésitant par simple habitude, le jeune homme tente d'expliquer que cet homme reste son supérieur dans l'entreprise. Exaspéré par cette soumission, l'entité coupe court en affirmant que les titres professionnels n'ont aucune valeur ici. L'esprit pousse le garçon à se réveiller de son cauchemar salarial, puisque sa véritable aventure ne fait que commencer. Une vague de confiance submerge le protagoniste, quand il se rappelle qu'il est désormais un joueur à part entière. D'un pas ferme et assuré, il se met en marche vers la sortie de la salle ténébreuse. Baigné dans une lumière éclatante, le héros clame haut et fort qu'à compter d'aujourd'hui, il vivra en totale liberté. Incapable de voir l'esprit, Totsuka continue de brailler depuis l'entrée pour que son ex-subordonné arrête de parler dans le vide et se rende au monstre. Auréolé de son énergie magique, le protagoniste déclare fermement qu'il n'est plus sous les ordres de Monsieur Totsuka. Furieux sur le seuil de la porte, l'homme s'insurge face à cette rébellion et menace le garçon, en parlant de son évaluation de performance au sein de l'entreprise. Concentrant la magie dans sa main, Anno réalise qu'il va enfin pouvoir tester la technique de l'aventurier qui l'a aidé. Baigné d'un faisceau de lumière colorée, le jeune homme active sa compétence de bluff, conçue pour altérer la perception de sa cible. D'un mouvement sec, le héros propulse la magie droit sur son ancien patron, qui reste pétrifié. Frappé par l'éclat lumineux, l'homme écarquille les yeux alors que son esprit se retrouve piégé par l'illusion. Sous les yeux de Totsuka, l'image du garçon est remplacée par la silhouette effrayante d'un cadre géant et menaçant. Le faux supérieur hurle de rage, exigeant des explications sur ce qu'il fabrique dans un endroit pareil pendant ses heures de travail. Complètement terrifié par cette vision, le guerrier se recroqueville et s'excuse en boucle pour sa prétendue faute. Il va jusqu'à se jeter à genoux sur le sol du labyrinthe, implorant désespérément pour avoir une bonne note à son évaluation. Là-dessus, l'homme tente une pitoyable manœuvre de flatterie en remarquant la cravate de travers de son boss, mais reçoit un coup violent en retour. L'impact brutal envoie le lâche s'écraser violemment contre la paroi de pierre, pendant qu'il hurle de douleur. Sous le choc, l'épée du lâche lui échappe des mains et glisse sur le sol hors de sa portée. Voyant le monstre s'emparer de son ex-supérieur, le joueur lui demande s'il compte toujours ne penser qu'à sauver sa propre peau. Plaqué contre le mur par les serres gigantesques de la bête, la victime halète de panique en sentant sa dernière heure arriver. La créature colossale lève sa patte aux griffes acérées, prête à déchiqueter sa cible une bonne fois pour toutes. Sans aucun moyen de parer l'attaque imminente, le vilain pleure de désespoir face à sa chute brutale. En un battement de cils, Anno bondit et inflige une profonde entaille au monstre, déclarant que cet homme n'avait pas besoin de disparaître ici. Observant l'action de près, l'esprit flotte avec enthousiasme et salue le geste, soulignant que c'est bien là la différence de caractère entre les deux. Tremblant de tout son long au sol, le pleutre ravale sa fierté et pleure en demandant pardon au garçon, le suppliant de le sauver. Reposant son épée sur l'épaule dans une posture décontractée, le héros se contente de dire à son ex-patron de décamper d'ici au plus vite. Saisissant cette chance en or, Totsuka s'enfuit à toutes jambes loin du combat sans oser regarder en arrière. Reportant son attention sur le vrai défi des lieux, le protagoniste charge à toute vitesse sur la bête géante. Complètement déstabilisé par la dernière attaque, le monstre perd l'équilibre alors que le jeune homme prépare son assaut final. Entièrement focalisé sur le combat, Anno lâche un cri féroce en canalisant toute son énergie dans la lame de son arme. Un éclat verdâtre fend l'obscurité de la pièce en un arc de cercle parfait, tranchant le gardien du labyrinthe en deux. Pendant que le garçon range son épée avec classe, le système valide sa victoire, le passage au niveau 5 et le déblocage du mimétisme. Juste après la chute de l'abomination, les portes monumentales au fond de la salle s'entr'ouvrent lentement, révélant un chemin magique. Avançant sereinement vers la sortie lumineuse, le joueur légendaire retrouve enfin les rues de la ville. En regardant autour de lui, le héros affiche une immense satisfaction en constatant qu'il a bel et bien terminé son premier donjon. Mais cet instant de soulagement est de courte durée, quand le jeune homme écarquille les yeux, choqué par le paysage extérieur. Le décor urbain a fusionné de façon chaotique avec d'immenses structures architecturales fantastiques tirées tout droit de Vanaheim. Des écrans géants disséminés sur les bâtiments diffusent des flashs infos urgents décrivant une situation mondiale totalement lunaire. Les reportages montrent des vidéos de donjons apparus soudainement, confirmant la ressemblance parfaite avec le jeu virtuel. La présentatrice du journal appelle la population au calme, rapportant même l'émergence d'un continent inconnu au beau milieu de l'océan. Dans les rues, une foule dense s'agglutine, perplexe, fixant les panneaux lumineux qui annoncent la mutation de la planète.
La panique s'empare des passants, qui s'interrogent à grands cris sur l'avenir du monde et l'origine de ces monstres. Gardant son sang-froid au milieu de cette cohue, Anno analyse la nouvelle réalité et conclut que les choses viennent de devenir très intéressantes. L'entité apparaît à ses côtés en félicitant son audace, lui assurant qu'il a beaucoup plus d'allure maintenant. Le protagoniste remercie l'esprit de l'avoir sauvé du boss tout à l'heure, mais lui demande frontalement sa véritable identité. Flottant avec désinvolture, le vieil aventurier se présente simplement sous le nom de Ludion, affirmant être un simple joueur. Un déclic se produit dans la tête du héros, qui relie le nom à l'auteur du grimoire magique, lui ayant offert ses nouveaux pouvoirs. Tournoyant autour du garçon, l'entité le prévient que pleurer sur son sort ne changera rien à la crise, et lui demande quelle sera sa prochaine destination. Pensif, le garçon pèse ses options au beau milieu de la rue quand une structure colossale à l'horizon attire son regard. En inspectant attentivement le paysage, il fixe une tour lointaine, et remarque que ce donjon en particulier a un air de déjà-vu. Affichant une confiance absolue, le joueur légendaire sait déjà exactement quelle sera sa première escale dans ce nouveau monde. Le jeune homme explique qu'il vient d'avoir une idée de génie impliquant un endroit qu'il connaît sur le bout des doigts. S'appuyant sur son expérience passée, il sait que s'il se rend à cette immense entrée lumineuse maintenant, il y trouvera une sacrée opportunité. En se remémorant les secrets de la carte, le protagoniste assure qu'il pourra bien s'amuser avec le trésor caché de la déesse. En arrivant devant les immenses portes de pierre, le fantôme constate avec surprise qu'il s'agit du fameux labyrinthe du tutoriel. Perplexe face au choix du gamin, Ludion demande quel est l'intérêt de visiter une zone de départ dans un moment pareil. S'adossant nonchalamment à l'entrée, le héros révèle l'existence d'un coffre au trésor dans une pièce verrouillée à l'intérieur. En entendant parler de la légende du trésor inaccessible de la divinité, le vieil aventurier s'emballe, trouvant cette audace très amusante. Historiquement sur le serveur, la récompense était toujours visible pour les débutants, mais personne n'a jamais réussi à briser le sceau magique. Émerveillé par l'image mentale du coffre doré, le garçon avoue qu'il a toujours eu très envie de découvrir ce qui s'y cachait. Sûr de la puissance de sa classe spéciale, Anno promet à son acolyte qu'il a un plan infaillible pour ouvrir ce coffre dès maintenant. Lâchant un grand rire, l'esprit encourage l'aventurier à s'éclater au maximum dans ce nouveau terrain de jeu qu'est devenu la Terre. Clôturant la discussion, l'entité bâille en disant qu'elle va faire un petit somme pendant que le garçon fait le sale boulot. Voyant son ami s'évaporer dans un éclat de lumière, le héros bougonne que ce fantôme n'apparaît vraiment que quand ça l'arrange. Franchissant le portail sans la moindre crainte, il pénètre dans un immense hall blanc bordé de piliers, officiellement connu sous le nom de labyrinthe des principes. Arpentant l'imposante structure de marbre, le garçon gravit l'escalier principal pour déclencher l'événement si familier. Une majestueuse déesse dorée émerge du sol, bénissant le guerrier et lui souhaitant la bienvenue dans ce lieu sacré qui le guidera. Le jeune homme observe la scène, fasciné de voir que les répliques de la divinité sont le copier-coller exact des vieux dialogues du tutoriel. L'évitant avec solennité, la gardienne ordonne au héros d'apprendre les bases du combat pour espérer atteindre la sortie de la zone. Achevant son classique discours d'introduction, la femme se retourne, accordant sa bénédiction divine pour le périple de l'aventurier. Admirant la lumière céleste qui émane de sa silhouette, le garçon admet intérieurement que la prestance de l'entité est incroyable en vrai. Son moment de contemplation terminé, Anno ajuste le bord de son chapeau et décide qu'il est temps de filer droit vers le gros lot. Passant devant la déesse, sans faire de manière, il ignore son explication scriptée sur la façon de consulter les fenêtres de statistiques. La femme continue d'énoncer les règles, exigeant qu'il prête attention à sa jauge de vie et de mana, mais le joueur trace sa route tranquille. Arrivant devant le piédestal, soi-disant intouchable, le garçon ouvre la boîte, avant même que la gardienne n'ait fini de lui dire d'inspecter les lieux. Déçu en sortant une épée en bronze basique qu'il possédait déjà, le protagoniste se prend quand même un savon pour son manque de gratitude. Cette dispute futile est coupée court par l'apparition d'une petite flamme magique brûlant au milieu du couloir vide. Fermant les yeux dans une pose théâtrale, la statue dorée l'avertit d'un ton dramatique qu'un redoutable ennemi vient de faire son apparition. Cependant, la fameuse menace n'est qu'un minuscule esprit de feu faiblard, mais la femme exhorte le héros à se concentrer sur son arme sans tarder. Pointant son épée d'un geste relâché, le joueur snobe la petite créature, laissant la gardienne sidérée par ce manque de challenge. Suivant son script à la lettre, la divinité dorée félicite le joueur pour avoir vaincu son premier adversaire. Ignorant purement et simplement son baratin, le garçon reste planté là, l'épée bien en main. Là-dessus, il resserre sa prise sur la garde de son arme d'un air résolu. D'un geste brusque, le héros décoche une immense vague d'énergie verte qui frôle la gardienne, prise au dépourvu. Sans s'arrêter, le protagoniste commence à balancer de multiples attaques surpuissantes à travers la salle. Les rafales magiques s'écrasent avec fracas contre les murs de pierre du labyrinthe.
Outrée par ce carnage, la déesse se dote de cornes lumineuses et exige qu'il cesse de saccager ce donjon sacré. Remarquant qu'elle sort de ses gonds, le jeune homme prévoit de la provoquer encore plus pour atteindre son véritable but. Selon la logique du jeu, le boss secret connu sous le nom de déesse noire de la colère devrait faire son apparition à ce moment précis. Consumée par sa propre rage, la femme céleste commence sa métamorphose sur place. Face à cette nouvelle apparence ténébreuse, le garçon constate qu'elle est en tout point identique à celle du jeu. Enveloppée de ténèbres, la créature maléfique se réjouit d'être enfin libérée de sa prison éternelle. Le système confirme que la couronne d'épines, l'objet servant de clé pour la salle verrouillée, est désormais disponible. Pendant ce temps, l'entité corrompue se lance dans un monologue sur le fait que sa prison éternelle se trouvait juste là, dans le tutoriel. Totalement hermétique à ce discours lugubre, Anno l'interrompt pour l'interroger sur le fameux coffre au trésor. Désarçonné par cette question qui sort de nulle part, l'entité tente de reprendre le fil de son script et de parler de compétences. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, le joueur légendaire passe à l'offensive et lui balance une autre attaque verte. Baignée dans les ombres, la déesse noire affiche une mine sinistre face à un tel culot. Déployant une aura terrifiante, elle hurle de fureur contre cet effronté de gamin. Ajustant son couvre-chef, le héros jubile d'avoir obtenu très exactement la réaction escomptée. Retrouvant sa prestance, la bosse du labyrinthe disserte sur la longue histoire de son supplice. Fixant le garçon de ses yeux écarlates, elle l'avertit qu'il ne s'en tirera pas à bon compte pour l'avoir mise en rogne. Poussant un hurlement assourdissant, la créature fonce sur son adversaire telle une flèche pourpre. D'un réflexe fulgurant, le protagoniste lève son épée pour tenter de bloquer l'assaut enragé. Le choc de la collision est si violent qu'il propulse le jeune homme violemment en arrière. Valsant dans les airs, il reconnaît qu'un boss secret tape bien trop fort pour son niveau actuel. Avant même de pouvoir reprendre ses esprits, une gigantesque main ténébreuse aux griffes acérées fonce droit sur lui. L'entité attaque sans la moindre pitié, tout en poussant un nouveau cri terrifiant. Voyant la vitesse ahurissante du coup, le garçon sait pertinemment qu'il n'aura pas le temps d'esquiver. Incapable de parer, Anno se prend l'attaque de plein fouet, les griffes rouges faisant gicler son sang dans les airs. Sévèrement amochée, l'épée du joueur tombe au sol dans une gerbe d'hémoglobine. Ivre de fureur, la déesse ténébreuse savoure son massacre, en avouant qu'elle a toujours rêvé de faire ça à tous les débutants. Broyant sa cible sans retenue, elle se laisse complètement emporter par l'extase meurtrière du combat. Seulement, la créature stoppe net son élan, sentant que le garçon entre ses griffes n'est qu'une illusion. Intact de l'autre côté de la pièce, le vrai Anno regarde la sombre aura de son ennemi se dissiper en un éclair. Poussant un soupir de soulagement en voyant que sa feinte a marché à temps, il exhibe la couronne étincelante nimbée de magie. Entre ses mains, l'aventurier tient fermement l'artefact dérobé pendant que la bosse avait le dos tourné. Portant la main à sa tête, perplexe, la bosse secrète réalise qu'elle a perdu la source même de son pouvoir. Face à la confusion de son adversaire, le jeune homme affiche une confiance aveugle en sa stratégie. Fêtant la réussite de ce pari risqué, il lâche un franc éclat de rire, en avouant que cette expérience était vraiment palpitante. Brandissant l'artefact lumineux, le héros décrète qu'il va maintenant passer à la caisse et récupérer le fameux trésor caché. Sans traîner, le garçon avance à pas tranquille vers les portes monumentales scellées du donjon. Planté devant l'entrée bloquée, il lève la couronne magique pour déclencher le mécanisme. En réaction à l'objet, les portes colossales s'ouvrent d'elles-mêmes dans un déluge de lumière éblouissante. Ravi du résultat, le protagoniste célèbre l'ouverture de la zone secrète. Les yeux pétillants d'impatience, le garçon fixe le centre de la salle scellée. Reposant sur un piédestal, le légendaire coffre doré l'attend, intact, baignant dans une lumière divine. Face à cette récompense, jadis inatteignable, il se demande bien quel butin faramineux peut s'y cacher. Sans une once d'hésitation, l'aventurier tend le bras et soulève le couvercle étincelant. Aussitôt, le système annonce l'obtention de l'anneau de protection de la déesse, un objet capable de restaurer les points de vie. Orientant le bijou vers la lumière, le héros est bluffé par la rareté hallucinante de l'équipement. Cependant, en y regardant de plus près, un détail l'interpelle. À travers l'anneau d'or, il remarque une petite particularité qui bouscule complètement sa vision des choses. Pendant ce temps, dans les tréfonds du labyrinthe, la divinité dorée gît toujours sur les dalles de pierre. Laissant échapper un gémissement plaintif, la femme reprend ses esprits petit à petit. S'asseyant d'un air hagard, la gardienne se frotte le crâne en essayant de deviner où elle a bien pu atterrir. Fixant ses propres mains, elle tente de reconstituer le fil des événements récents. Soudain, la mémoire lui revient, et elle comprend qu'elle a perdu le contrôle à cause de sa propre colère. C'est alors qu'un clapotis d'eau brise le silence ambiant, attirant immédiatement son attention. En tournant la tête,
La gardienne surprend le jeune homme en train de piquer une tête au calme dans la source sacrée du sanctuaire. Totalement scandalisée par le sang-gêne du garçon, la déesse hurle et exige de savoir ce qu'il fabrique. Pataugeant tranquillement, Anno lui lâche qu'il a toujours rêvé de se baigner dans cette source régénérante, laissant la femme clouée sur place. Très vite, elle repère les immenses portes scellées, grandes ouvertes au fond du hall. Pressant le pas vers l'endroit, l'entité fixe le piédestal sacré avec appréhension. À sa plus grande stupeur, le coffre carmin est ouvert, mais le joyau de légende repose toujours à l'intérieur, intact. Tenant la boîte entre ses mains d'un air confus, elle lui demande pourquoi il a forcé la salle pour finalement bouder son prix. Sortant de l'eau, le protagoniste lui explique qu'il a perçu la valeur sentimentale de l'objet et a préféré le laisser là. Le jeune homme précise que l'anneau est très ancien, mais qu'il a été choyé avec tant de soin qu'il a failli ne pas voir l'usure de la pièce. Émue par la délicatesse et le sens de l'observation du garçon, la gardienne porte la main à sa poitrine en silence. L'esprit de la déesse divague vers un passé lointain et radieux. À cette époque, elle supervisait de près la forge fastidieuse des artefacts divins. Entourée de ses camarades, elle célébrait dans la joie la naissance de ces anneaux de protection sur mesure. Les trois amis croisaient les mains pour exposer ces bijoux identiques, symboles de leur lien indéfectible. Le visage de l'entité rayonnait d'un bonheur pur durant ces jours paisibles. Plongée dans la nostalgie, elle confie qu'elle portait cet anneau pour parcourir le monde quand elle était véritablement libre. Fixant l'anneau dans ses paumes, la déesse ajoute qu'elle a senti qu'elle n'en avait plus l'utilité, la poussant à le sceller. Avec un regard empreint de mélancolie, la gardienne affirme que de toute façon, elle n'avait pas l'intention de remettre cet accessoire. Sur ce, le protagoniste la scrute de loin et lui demande si on l'a obligé à jouer les guides de tutoriel pendant tout ce temps. En se remémorant son propre passé, harassant en costard-cravate, il avoue qu'il était lui aussi un employé de bureau exploité et qu'il sait combien c'est dur. La divinité dorée est touchée par l'empathie du garçon, qui poursuit son raisonnement. Ouvrant grand les bras au milieu de la pièce, le jeune homme lui suggère qu'elle pourrait très bien essayer de s'amuser un peu plus dans un endroit pareil. Il lui donne des idées concrètes. Concevoir un labyrinthe secret, tester un nouveau look ou même aller faire un tour dehors de temps à autre. Tendant la main vers la femme, l'aventurier lui garantit qu'elle a le droit de choisir ce qui lui chante. Adoptant une posture chaleureuse et lumineuse, le héros lui affirme noir sur blanc qu'elle n'est pas obligée de vivre enchaînée ici. Face à des paroles d'une telle sincérité, la femme céleste reste muette, profondément bouleversée par sa gentillesse. Très vite, ses traits s'adoucissent, et l'entité finit par admettre que le garçon n'a pas tort. S'avançant vers le joueur, la déesse lui tend l'anneau doré et lui annonce qu'elle souhaite le lui offrir. Le protagoniste marque un temps d'arrêt en saisissant le bijou de protection, mais finit par accepter le cadeau de bon cœur. Souriant de soulagement, la femme lui explique qu'il lui a fait réaliser quelque chose de capital et qu'elle tient absolument à lui céder cet objet. Assis sur les marches, ayant déjà revêtu sa tenue fétiche, Yuma lui glisse sur un ton amical qu'il repassera la voir un de ces quatre. La déesse le met en garde, précisant que le monde extérieur grouille d'ennemis redoutables, ce qui pousse le garçon à se demander pourquoi la Terre a fini dans cet état. Mais la gardienne baisse les yeux et avoue avec franchise qu'elle n'en a pas la moindre idée. Elle se souvient juste d'avoir entendu une voix mystérieuse résonner dans sa tête avant d'être brusquement arrachée au monde du jeu pour atterrir dans cette nouvelle réalité. Intrigué par cette histoire de voix, le jeune homme la remercie pour l'info et commence à cogiter là-dessus. Faisant ses adieux à l'entité dorée, l'aventurier décide que pour le moment, il va juste s'efforcer de profiter de sa liberté à fond. Regardant le garçon s'éloigner, la femme esquisse un sourire et se promet de suivre son exemple à partir d'aujourd'hui. Quelques jours plus tard, une escouade de petits nouveaux débarque dans la salle du tutoriel et manque de faire une attaque face à la déco surchargée des lieux. Un panneau bariolé indique que la divinité a pris des congés, ordonnant aux débutants de se servir dans le coffre et de s'entraîner comme des grands. Les joueurs sont hors d'eux face à ce tutoriel fait de briques et de broc, comprenant bien que la bosse du coin en fait à sa tête. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, le protagoniste flâne sur le chemin du retour vers la civilisation. En quittant la zone à risque, le héros se réjouit du succès de sa mission et se penche sur la prochaine étape de son périple. En voyant un reportage sur un écran géant parlant d'un nouveau continent mystérieux, il décide dans la seconde que ce sera son prochain arrêt. Emballé à l'idée d'explorer des contrées sauvages, le garçon se dit que c'est l'option la plus excitante du moment. L'esprit de Ludion fait son apparition, validant le choix de son acolyte et le poussant à jouer autant qu'il le souhaite, vu que le monde entier lui tend les bras. Totalement raccord avec son pote fantôme, Yuma lâche un sourire plein d'assurance, paré pour la suite des événements. Soudain, la sonnerie d'un portable dans sa poche vient couper court au grand projet du jeune aventurier. En sortant l'appareil, il réalise que l'appel provient de son ancien partenaire de jeu, le dénommé Sua.
L'ambiance devient glaciale quand la voix paniquée de son pote résonne au bout du fil, le suppliant de venir à son secours. Ne perdant pas une seconde, le protagoniste pique un sprint monumental en demandant ce qui a bien pu déraper dans ce donjon pour débutants. Recroquevillé dans un coin du sombre labyrinthe, le garçon rondouillard avoue être paralysé par la terreur et persuadé qu'il va perdre la vie ici. Filant comme une flèche à travers les rues, Yuma le prévient qu'il est déjà en route et exige qu'il lui donne ses coordonnées exactes. Un bref flashback nous rappelle que Suwa est un vétéran incontesté du jeu d'origine, un joueur d'élite craint et respecté. Le héros trouve la situation louche, sachant pertinemment qu'un gars de son niveau n'aurait jamais de mal dans une zone aussi facile. Rongé par l'inquiétude face à cet appel de détresse, l'aventurier trace sa route en essayant de piger ce qui a bien pu foirer là-dedans. Arrivant au point de rendez-vous et plongeant directement dans la caverne écarlate, il confirme que la zone est d'une facilité déconcertante. En traversant la galerie sans forcer, il remarque que les monstres sont inoffensifs et que la galère de Suwa n'a aucun sens. Sur ce, Ludion débarque à ses côtés en volant, curieux de savoir pourquoi il court comme un dératé, et Yuma lui explique qu'il y a urgence pour sauver son ami. Le fantôme lâche un petit ricanement, glissant qu'il doute fort que les liens d'amitié aient survécu au chaos dans lequel le monde a plongé. Mais le joueur rétorque qu'un véritable ami est celui qui ne te lâche pas la main, même dans les pires galères. N'ayant pas le temps pour un débat philosophique, le garçon met fin à la conversation en apercevant sa cible au bout du tunnel. Pointant le doigt droit devant, le protagoniste indique qu'il a enfin localisé son camarade roulé en boule. En déboulant en trombe pour vérifier l'état de son pote grassouillé, le garçon finit par lui faire une sacrée frayeur. Reconnaissant cette voix si familière, Suwa pousse un soupir de soulagement d'avoir été retrouvé, pendant que Yuma lui demande des comptes sur ce fameux danger. Visiblement secoué, le bleu explique qu'il s'est aventuré là-dedans en pensant que ce serait une mission les doigts dans le nez pour les débutants. Essayant d'y voir clair, l'aventurier émet l'hypothèse que des monstres inédits ont dû popper, sachant que le monde réel ne copie pas le jeu à la lettre. Serrant son propre poignet qui tremble sans s'arrêter, Suwa rejette cette théorie et avoue que le souci est d'une toute autre nature. Le héros reste muet comme une carpe, attendant patiemment que son pote traumatisé crache enfin le morceau. Décidant de ne pas remuer le couteau dans la plaie, Anno fait volte-face et propose de torcher ce donjon vite fait en bossant en équipe, comme à la bonne époque. Fonçant sur les monstres de la caverne rouge, Suwa part à la charge d'un loup massif avec son bouclier et lui signale l'ouverture. Profitant du blocage parfait de son partenaire, Yuma s'élance à fond la caisse pour placer la frappe fatale. D'un mouvement plein d'agilité, le protagoniste lâche un coup de pied fracassant droit sur le crâne de l'ennemi poilu. Après cette victoire expéditive, les deux se checkent, fêtant cette synchronisation peaufinée sur des années de jeu en copo. Marchant côte à côte dans le couloir, le jeune homme se détend et fait remarquer à quel point cette baston ressemblait au bon vieux temps. Mais cet instant, nostalgie est coupé net. Quand Suwa écarquille les yeux en repérant un truc sympa plus loin. Pointant le sol rocailleux, le pote rondouillard s'enflamme en annonçant qu'ils ont déniché un coffre de récompense planqué là. Sans hésiter une seconde, la boîte en bois est crochetée, laissant échapper la lueur faiblarde du butin. Le système affiche une fenêtre holographique pour valider que le gros lot du jour est une simple épée longue améliorée. Suwa dégaine l'arme avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, expliquant que l'équipement boosté, c'est le Graal de tout bon aventurier. Agrippant son nouveau jouet avec fermeté, le bleu engrange une bonne dose de courage pour la suite de cette expédition périlleuse. En fouillant le fond de la malle, il tombe sur une fiole de sable et l'envoie à son binôme, prétextant qu'il n'a que faire de cette ressource de bas niveau. Le protagoniste chope cette fiole inutile sans broncher, rétorquant que cette poussière scintillante a au moins le mérite d'avoir de l'allure. Soudain, une ombre colossale s'abat dans le dos du duo, glaçant le sang du gars un peu enrobé. Une bestiole immonde se dresse au milieu de la grotte, crachant sa hargne sur les intrus. La terreur s'empare à nouveau de Suwa en une fraction de seconde, le clouant sur place devant cette atrocité sur pattes. Gardant le sang-froid d'un vrai pro, Yuma sort son arme et fonce dans une traînée de lumière émeraude en lui disant de lui laisser le boulot. Après avoir découpé l'ennemi sans forcer, le héros rengaine sa lame et entend son pote le remercier d'une voix chevrotante. En voyant son acolyte transpirer à grosses gouttes, le garçon capte enfin que son blocage est purement mental, intrigué par ce traumatisme coriace. Le protagoniste guide le duo jusqu'à l'imposante porte de bois dissimulant le boss du secteur. Face à cet ultime défi, Yuma lui rappelle que cette victoire leur assurera la sortie et lui demande s'il est paré. Avec un petit hochement de tête tremblant en guise de feu vert, l'aventurier pousse les lourds battants pour affronter la menace à l'intérieur. Dès que les portes s'ouvrent, un monstre bipède colossal, blindé d'une carapace et armé de pinces, surgit en hurlant. La bête tente d'intimider les intrus avec un cri à crever les tympans. Face à ce mastodonte,
Sua lâche un couinement de terreur. Pourtant, il essaie de se donner du courage et serre son épée neuve, persuadé qu'il a le niveau. Propulsé par un cocktail de peur et d'adrénaline, le gars rondouillard fonce en braillant sur sa cible. Pris au dépourvu par ce coup de tête, Yuma tend le bras et lui ordonne de stopper net. Sourd à l'avertissement, le débutant abat sa lame à la verticale de toutes ses forces. Le coup percute la créature de plein fouet, mais la lame glisse misérablement sur l'épaisse armure. Sans la moindre égratignure, le boss riposte du tac au tac et l'expulse au loin d'un revers de pince. Son camarade hurle de panique en valsant à travers la pièce. Profitant de la chute de sa cible, la bête lève sa pince géante pour l'écraser. C'est là que le héros s'époumonne pour avertir son pote du coup de grâce imminent. Fonçant à toute allure, le protagoniste part la lourde frappe avec sa lame dans une gerbe d'étincelles vertes. Placé en bouclier humain devant son partenaire à terre, il s'assure qu'il n'a rien. Totalement anéanti, Sua chiale en répétant que son arme ne sert à rien et que c'est la fin des haricots. Ne piguant pas cette réaction, Yuma secoue son partenaire en lui rappelant leur pacte de se battre en duo. Au bord du gouffre, Sua hurle à s'en arracher les poumons qu'il est mort de trouille. Cet aveu plein de franchise laisse le protagoniste muet un court instant. Son pote se justifie en disant qu'au départ, il pensait avoir affaire à de simples mobs de jeux vidéo, mais que la réalité n'a rien à voir. Il décrit la terreur absolue de se retrouver nez à nez avec des colosses qui puent la mort. En prime, le poids bien réel du stuf handicap, le moindre mouvement. Pour couronner le tout, la douleur des frappes est insupportable quand on se les prend pour de vrai. En larmes, le garçon crache le morceau. Il est incapable de gérer tout ça et jette l'éponge pour de bon. Avec la bête qui leur fond dessus par derrière, la situation devient critique. Captant enfin le point de rupture de son camarade, le héros serre la garde de son épée. D'un mouvement fulgurant, il dégaine la fiole de sable inutile récupérée plus tôt. Balançant la poudre scintillante en plein visage de la bête hurlante, il génère un énorme nuage de diversion. Tournant le dos à son partenaire, Yuma lui ordonne de se planquer et prend le relais en solo. Ludion apparaît en lévitant, scotché de le voir utiliser un item basique comme fumigène. L'esprit note avec amusement qu'une petite dose de vis colle parfaitement à ce style de castagne. L'aventurier fonce dans le tas et croise le fer avec le mastodonte dans un choc titanesque. Repoussé par la puissance démentielle de l'adversaire, il se rend compte de son déficit en force pure. Sa modeste lame de cuivre ne parvient pas du tout à rayer la carapace blindée du boss. Jaugeant la galère, le dieu fantôme lui demande comment il compte bien briser cette muraille. En esquivant une frappe supersonique, le jeune homme étudie le blindage et les serre à serrer du monstre. Ayant trouvé la faille, il décrète que c'est l'instant rêvé pour sortir une compétence spéciale. Pour gratter de précieuses secondes, le héros fait un bond en arrière et se met hors de portée du boss. Terré au fond de la caverne, Sua s'égosille pour lui dire que la moindre erreur sera fatale. Gardant la tête froide, Yuma demande juste à son pote d'ouvrir l'œil pendant que sa paume s'illumine avec intensité. Braquant sa main brillante droit sur la pince du monstre, il verrouille sa cible. Une aura verte, retentissante, nappe le corps du protagoniste au moment où il déclenche la magie de mimétisme. Le système signale que la technique copie le talent de l'ennemi pendant 15 secondes, réglant d'un coup son problème de puissance d'arme. Convaincu par son coup, il clame que l'arme idéale pour remporter ce combat est déjà sur le terrain. La pince démesurée du boss se met à irradier de magie à cause du sort de copie. La créature fait un pas en arrière, déboussolée de sentir sa propre force siphonnée par ce bout de viande humain. En canalisant la puissance dérobée, la lame du protagoniste s'embrase d'une énergie écarlate calquée sur celle de la bête. Il empoigne fermement la garde de son arme, désormais surboostée et meurtrière. Pourtant, le garçon réalise avec angoisse que 15 secondes. C'est ultra court pour piller l'affaire. Fou de rage face à tant d'effronteries, le monstre bipède charge à l'aveugle, pince en l'air pour le broyer. Cette approche suicidaire laisse son torse complètement à découvert sous la carapace. Sautant sur l'occasion, le héros fonce tête baissée sur l'ennemi avant qu'il ne referme sa garde. D'un geste clinique, il décoche une entaille ascendante ravageuse avec sa lame magique. L'attaque fend le torse de la créature comme du beurre, faisant gicler le sang et bouclant l'affrontement en une fraction de seconde. Assistant à ça de loin, le petit gros reste bouche bée devant cette démonstration de force brute. Ludion affiche un large rictus de fierté, constatant que le gamin sait déjà se débrouiller sans ses précieux conseils. Dans le dos de l'aventurier qui souffle un bon coup, la carcasse du boss se désintègre en particules lumineuses. Recadrant son couvre-chef avec panache, Yuma sourit, ravi de voir que son coup de poker a payé. Des fenêtres système pop pour confirmer son passage au niveau 9 et l'obtention de la compétence esprit ludique. Peu de temps après, le duo s'extirpe de la grotte lugubre pour retrouver la lumière du jour.
soulagé d'avoir sauvé sa peau. Le protagoniste propose de poursuivre l'expédition à deux. Mais Suwa le coupe net en annonçant qu'il tire un trait définitif sur sa vie de joueur. Pris de court par ce revirement, Yuma lui demande ce qui motive cet abandon. Assis dans l'herbe, mort de fatigue, le camarade se remémore tout ce temps passé ensemble à l'époque du virtuel. Des années durant, ces deux-là ont formé une escouade de choc et se sont éclatés en ligne derrière leurs écrans. Mais, le regard fuyant, le petit bleu est obligé d'admettre qu'il est mort de trouille dans le monde réel. Le souvenir glaçant de cette bête immonde lui prouve par A plus B qu'il n'a pas l'étoffe pour la baston au corps à corps. Saisissant la profondeur du blocage de son acolyte, le héros le regarde avec une sincère bienveillance. Suwa le rassure en disant que, malgré cette galère, c'était vraiment énorme de le voir combattre avec autant de classe. Fixant la métropole au loin, le garçon ondouillard décrète qu'il va juste retourner sur des jeux vidéo normaux à partir de maintenant. Le protagoniste valide la décision de son partenaire sans broncher, respectant à 100% ses limites. Relancé sur ses propres projets, Yuma déploie la carte du nouveau continent, trépignant d'excitation. Suwa lui fait remarquer que cette zone inédite ne faisait pas partie du jeu et se souvient d'une grosse annonce à ce sujet. Il lui montre en vitesse une offre de recrutement pour une unité d'exploration, en partance pour ces contrées mystérieuses. Regonflé à bloc par cette piste, l'aventurier fait ses bagages, mais se prend un gros coup de pression de son pote pour ne surtout pas se faire tuer. Avec un sourire serein et assuré, le héros promet de faire très attention lors de son futur périple. Pour sceller cette franche camaraderie qui dépasse le cadre des donjons, les deux compères se font un petit check amical d'adieu. Son pote le salue de la main, tout en se perdant dans l'immensité du paysage. Une notification sur son téléphone annonce que le gouvernement recrute pour une expédition sur le nouveau continent situé près du Japon. Plusieurs guildes accréditées par l'État, dont celle du Faucon Glorieux, sont déjà sur les rangs pour décrocher une place dans l'escouade de tête. En scrutant les petits caractères qui exigent un niveau 15 minimum, Yuma pige qu'il va d'abord devoir grinder ses stats. Il relève également que du matos de haut vol sera indispensable pour réussir l'évaluation. Cherchant le spot idéal pour farmer du loot et de l'XP, le protagoniste repère l'accès à un donjon classé type trésor. Sachant que les inscriptions clôturent dans seulement 2 jours, le garçon sait qu'il a intérêt à se manier. Loin de là, le gigantesque Kushi de la corporation Takashiro surplombe le paysage urbain. L'enseigne placardée sur la tour prouve l'hégémonie de cette entreprise tentaculaire. Dans le hall principal, les soldats de la guilde du Faucon Glorieux attendent les directives de leur grand patron. Le PD, Shoya Takashiro, annonce la couleur. Il va balancer les noms des 2 membres ayant les pires scores de rendement. Un silence de mort envahit les employés qui attendent le coup près. L'écran holographique crache les noms de Deki Okuyama et Kaito Uoshi, relégués en queue de peloton. Fixant les 2 cibles, le leader ordonne leur renvoi immédiat de la guilde et de la boîte. Foudroyés par ce licenciement express, les 2 gars paniquent, complètement paumés. Dépourvus de la moindre once d'humanité, le patron balance que leur quota d'élimination et de récolte était foireux et qu'il y a une file d'attente pour prendre leur place. Le leader insiste bien sur le fait que les incapables ne sont que des déchets inutiles. Reprenant le fil de son discours, il ordonne aux survivants de se bouger, affirmant qu'il n'y a pas d'avenir pour les planqués qui refusent de suer. Pour valider leur ticket pour l'expédition sur le nouveau continent, Shoya exige qu'ils ne prennent pas le nettoyage du prochain donjon à la légère. La snippeuse Nijika Natsume se crispe de frustration en repensant à sa modeste 3e place au classement. Elle se met une pression monstre, fulminant de ne pas grimper dans le top alors qu'elle sacrifie toutes ses nuits. Face à l'intransigeance de son patron, la jeune femme décide qu'elle doit se donner encore plus à fond. Le boss conclut son monologue en déclarant que dans ce bazar, les premiers arrivés rafleront toute la mise. Il martèle que le moindre de ses choix n'a qu'un seul but, concrétiser sa vision ultime. Planté devant l'entrée du donjon, le protagoniste mate une vidéo sur Shoya, cet ancien top player qui dirige maintenant une multinationale pour sauver la planète. Surpris par le topo, Yuma se dit que le type a fait vite pour monter une guilde aussi balèze. Sur ce, il s'engouffre dans les galeries ténébreuses du labyrinthe. D'un coup, des détonations magiques résonnent plus loin, prouvant qu'il n'est pas le seul à poncer la zone. Scrutant les alentours, le garçon détecte une silhouette qui s'approche. Un zombie chasseur de trésors émerge mollement des ténèbres. Le héros dégaine sa lame, sachant que cette plaie de monstre ne lâchera pas l'affaire tant qu'on ne lui aura pas explosé le crâne. Avant même de pouvoir bouger, la tête de l'aberration est pulvérisée par un tir chirurgical. Le fusil à la main, Natsume relâche la pression après avoir dégommé la cible. La tireuse réapprovisionne son arme, en se disant que le chemin est encore long. En croisant le regard de la fille, le protagoniste repère un danger et lui hurle de se baisser. Dans un mouvement éclair,
Le garçon tranche en deux la bestiole qui allait lui sauter à la gorge. La jeune fille sursaute face à cette intervention sortie de nulle part juste sous son nez. La zone sécurisée, Yuma rengaine tranquillement et lui demande si elle s'en est sortie indemne. Au lieu de lui dire merci, la soldate du Faucon Glorieux s'emporte et lui ordonne de ne pas lui piquer ses kills alors qu'elle a des quotas à respecter. Ce recadrage lunaire laisse le héros complètement perplexe. Elle garde une posture martiale, arborant fièrement l'écusson de son organisation. Son nom est Nijika Natsume, une machine de guerre obnubilée par l'État. Toisant l'intrus, la tireuse insiste sur le fait que gonfler son nombre de cibles abattues est une urgence vitale pour elle. L'aventurier tente de s'expliquer, jurant qu'il ne volait rien du tout et voulait juste filer un coup de main. C'est alors que ses collègues de guilde s'égosillent pour que Natsume ramène ses fesses, et elle obtempère dans la foulée en sprintant vers la formation. Le protagoniste lâche un soupir en voyant l'escouade cavaler, trouvant cocasse que même après être devenus des joueurs, ces types continuent de courir après des objectifs chiffrés au lieu de s'éclater. Ludion pop dans les airs et lui demande si lui non plus ne devrait pas se bouger pour respecter ses propres délais. L'aventurier réplique que, quitte à être dans une zone inexplorée, il préfère savourer le moment et faire un peu de tourisme. Laissant traîner ses mains sur la roche, le garçon affirme qu'il veut vivre le truc à fond et que s'il loupe l'inscription, il improvisera un plan B. L'esprit jauge l'attitude, je m'en foutiste de son partenaire, et se réjouit de voir qu'il a parfaitement assimilé le concept de sa classe. Un peu plus loin, l'escouade du Faucon Glorieux tombe sur une nouvelle grappe d'ennemis dans le tunnel. L'avant-garde ordonne à Natsume de fournir un appui-feu, et elle verrouille ses cibles au quart de tour. Les gradés exigent l'extermination totale des monstres et des boss pour valider leur quota de 10 armes améliorées. Pendant que le peloton avance comme un rouleau compresseur, le héros poursuit sa balade bucolique juste derrière. Fasciné par les antiques appliques murales et l'odeur métallique de l'air, il avoue qu'il kiffe vraiment cette ambiance pesante. Soudain, un détail attire son attention droit devant. Il se planque derrière un pilier pour mater ça en scred. Le vieux fantôme s'intrigue de voir le gamin jouer les espions. Au bout du tunnel, l'escouade corporatiste débarque enfin dans la mythique salle des coffres et retourne tout sur son passage. Les agents sautent de joie en ouvrant les malles, tombant sur du matos amélioré genre marteau, lance et arc. L'un des pillards force une autre caisse dans l'espoir de décrocher le jackpot. Sauf qu'il ne trouve qu'une dague tordue et la balance par terre en gueulant que c'est une sombre daube. Yuma plonge au vol et rattrape l'objet défectueux avant le crash. Le système valide, illico, l'acquisition de la dague tordue. En inspectant la lame courbée, le héros trouve ce design atypique très cool et se dit qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Les squads de la guilde se tapent une barre en voyant ce bout de ferraille, jurant qu'ils préfèrent y aller au point plutôt que d'utiliser ça. Gonflé à bloc, ils plastronnent, en disant que le matos premium est réservé à ceux qui courent le plus vite et prévoit de rafler aussi le butin du boss. Le protagoniste trouve cette vantardise pathétique dans son coin, sachant très bien qu'une arme ne vaut que par le talent de celui qui la tient. Le bataillon reprend sa marche forcée, en balayant le secteur et en larguant le garçon sur place. En profitant pour tester la prise au vent de la lame tordue avec des moulinets, Yuma prend vite le pli de son équilibre foireux. Il capte que ce centre de gravité décalé rend le joujou hyper marrant à manier et sait déjà exactement comment s'en servir. De leur côté, les cols blancs traversent la salle principale au pas de charge, obnubilés par la porte du boss pour sécuriser tout le loot. Le commando fonce tête baissée, sans faire gaffe aux dalles lumineuses sur le sol. D'un coup, l'un des agents marche de travers et sent un choc brutal lui pulvériser la cheville. Le type hurle de douleur en se prenant un vieux piège vicieux en pleine course, Shijan Natsume et les autres sur place. Hurlant à la mort, la patte coincée, le malheureux supplie Natsume de le tirer de là. La tireuse confirme qu'elle gère ça, pariant qu'il y a un mécanisme de déverrouillage dans le coin. Mais avant de pouvoir esquisser un geste, une lueur carmin enflamme les ténèbres. Un colossal gardien de fer fait trembler le sol de la salle. Pétrifiée, l'agente de la guilde capte que c'est une sentinelle postée là pour défendre le boss. Sans trembler, elle décoche une flèche droite sur l'ennemi, mais la pointe rebondit bêtement sur le blindage sans lui faire la moindre égratignure. Natsume hallucine en voyant que son assaut n'a eu aucun effet. Le colosse de pierre reste impassible, dressé comme un mur infranchissable taillé pour la défense pure. Serrant son arc, la jeune fille pète un câble en comprenant que son dé est ridicule face à ce tank. Pour couronner le tout, elle repère le bouton de désactivation du piège, juste dans le dos du mastodonte. Sur ces entrefaites, Yuma déboule et demande l'air de rien si le but du jeu, c'est juste de presser ce truc au fond. Ajustant son couvre-chef avec un rectus assuré, le protagoniste leur dit de le laisser s'en charger. Le blessé trouve qu'il a complètement disjoncté
et lui demande comment il compte s'y prendre avec une arme pétée. L'esprit Ludion se marre de leur stupidité, et l'aventurier abonde dans son sens, trouvant la scène cocasse. S'en battant l'œil de leur critique, le garçon infuse sa magie dans la dague cabossée, la faisant rougeoyer de puissance. En balançant sa compétence esprit ludique, il transforme cette épave en un boomerang foudroyant redoutable. Natsume écarquille les pupilles, scié par la métamorphose de l'arme. Le blessé au sol s'en décroche la mâchoire devant ce tour de magie. Lâchant un sourire ravageur, le héros s'apprête à leur faire une petite démo de son talent. Il catapulte le boomerang, qui effectue une courbe magistrale en contournant le colosse pour s'écraser direct sur le bouton mural. Le mécanisme hors service, l'immense gardien s'éteint et s'effondre lourdement sur les genoux. Dans la foulée, le piège à loup se desserre, relâchant la jambe de l'employé. La tireuse est sur le cul de voir qu'il a pillé la sentinelle et sauvé son pote d'un seul jet. Rattrapant son jouet au vol, Dumas lâche avec désinvolture qu'il flairait le coup des pièges à plein nez. Il justifie ça en expliquant qu'il a analysé la configuration de la salle en marchant. Tenant sa lame magique bien en main, l'aventurier déclare que même le matos claqué au sol mérite qu'on lui donne sa chance. Plus loin, le collègue éclopé crache ses poumons sur les dalles, perdant son sang à grosses gouttes. Natsume se précipite vers lui, affolé, tandis qu'il s'en veut d'avoir foiré si près du but. Comprimant sa plaie ouverte, il lâche qu'il va se faire lourder de la guilde s'il fait capoter l'opération. Le blessé part complètement en vrille, clamant qu'ils finiront tous à la rue s'ils se font virer. Il essaie de ramper sur le sol, jurant qu'il doit exploser ses quotas, coûte que coûte, pour sauver sa peau. Mais une décharge de douleur atroce lui arrache un hurlement d'agonie. La tireuse le cloue au sol, le prévenant qu'il ne pourra pas faire un pas avec une entaille pareille. Jaugeant l'état critique de ses alliés, la jeune fille intègre que le succès de l'opération repose désormais sur ses seules épaules. Le regard dur, elle clame qu'elle va porter cette croix et tomber le boss du labyrinthe en solo. Les agents meurtris la remerciant et avouent qu'ils misent tout sur elle, vu qu'ils sont devenus de simples boulets. Empoignant son arc, Natsume jure de faire briller les couleurs de la corpo, peu importe le prix à payer. Le protagoniste s'approche des victimes pour faire le bilan médical. En checkant le piège désarmé, Yuma respire un grand coup en voyant que la plaie n'est pas mortelle. Voyant la fille se mettre en branle, il lui demande ce qu'elle compte faire. La tireuse maintient le cap vers la salle, lui crachant qu'ils jouent leur tête sur cette mission. Elle le fusille du regard, intimant à l'aventurier de ne pas entraver sa mission sacrée. Le héros se demande ouvertement si cette fameuse mission ne consiste pas juste à engraisser les pontes de la boîte. La membre du Faucon Glorieux balaie la remarque, certifiant que leur combat sert une cause bien plus grande. Ce discours formaté rappelle au garçon sa propre époque en entreprise, quand on le forçait à hurler des mantras bidons à la machine à café. Poussant la lourde porte, Natsume déclare que le leader Takashiro lui a offert la mission de bâtir un monde nouveau. Son visage trahit un fanatisme sans borne pour la vision de son boss. Pénétrant dans l'arène, la tireuse se promet de cracher ses tripes pour se montrer digne de cette quête. C'est à ce moment que l'aventurier percute avoir vu le nom de ce fameux Takashiro où j'étais, en train de faire la promo de sa guilde légendaire. Observant le dévouement aveugle de la fille, Yuma se demande si ce niveau de loyauté extrême est vraiment sain. Dès qu'elle entre dans la salle, les énormes portes en pierre se referment brusquement. L'intérieur de la pièce est un champ de bataille perfide, rempli de pièges continus et d'engrenages mobiles. Au fond de la zone, un gigantesque boss robotique balance une masse à pointe en attendant l'affrontement. L'unique œil vert de la machine brille de façon menaçante en se fixant sur l'intruse. En analysant la bête de loin, le protagoniste remarque qu'il s'agit d'un monstre animé par une magie ancienne pour protéger le trésor de manière implacable. Entourée d'obstacles redoutables, la jeune fille comprend qu'elle devra se battre et esquiver les dangers simultanément. Sans crier gare, le géant de fer porte un coup brutal, détruisant une structure juste à côté d'elle. Natsume saute en arrière au bon moment, échappant de justesse à l'impact écrasant. Atterrissant loin de la créature, elle prépare rapidement son arc pour tenter une contre-attaque. Le robot continue d'avancer de manière agressive, balançant sa lourde arme sans laisser de répit. Esquivant les pics au sol, la tireuse panique car elle n'arrive pas à avoir une ligne de mire dégagée avec un ennemi aussi mobile. Soudain, Yuma passe en courant à toute vitesse à côté d'elle, ce qui pousse la fille à lui demander en criant ce qu'il fabrique. Le garçon esquive les tirs en l'air, remarquant que l'excès de piège nuit à la trajectoire de son boomerang. Sautant par-dessus un gouffre dans le sol, il décide qu'il va devoir créer une ouverture risquée pour en finir avec ce combat. Prise au piège par les dangers incessants, Natsume commence à douter de sa capacité à s'en sortir toute seule. Très agacée, elle se dispute avec l'aventurier parce qu'il marmonne tout seul au milieu de tout ce chaos. Mais cette petite distraction coûte cher, et le monstre géant surgit juste devant elle. Le boss attaque sans pitié,
déclenchant une onde de choc explosive dans la salle. La fille est projetée au loin par le souffle de l'attaque, toussant après avoir encaissé de lourds dégâts. La machine de destruction s'approche à pas lourds de son adversaire sans défense. Serrant les dents, la membre de la guilde tente de rassembler ses forces en répétant qu'elle doit gagner à tout prix. Le gardien lève son immense poing de fer, prêt à écraser l'intruse sur le sol de pierre. Cependant, une seconde avant le choc critique, le protagoniste glisse à grande vitesse et sort la fille de la zone d'impact. Portée dans ses bras, Natsume s'énerve de ce sauvetage et rouspète en disant qu'elle lui avait interdit de l'aider dans cette mission. La tireuse affirme avec détermination qu'elle doit se battre pour son idéal, quoi qu'il arrive. Portée par Yuma, alors qu'il fuit le géant, la fille insiste sur le fait qu'elle peut gérer la situation toute seule. Faisant la sourde oreille aux plaintes, le protagoniste profite du mouvement pour lancer sa dague magique en arrière. La lame frappe de plein fouet un bloc au sol, et l'aventurier se réjouit d'avoir trouvé l'ouverture parfaite. Surprise par cette action soudaine, la membre de la guilde s'accroche fermement à son bras sans comprendre le plan. Les deux continuent de courir à toute vitesse dans l'arène, tandis que le monstre de pierre les poursuit de près. Elle râle en demandant pourquoi il fuit et exige d'être lâché, affirmant que c'est le garçon qui ne sait pas se battre. L'esprit Ludion rit de l'ignorance de la jeune fille, tandis que le héros lui demande calmement de simplement observer ce qui va se passer. Sur ce, l'immense gardien fait un pas lourd pile à l'endroit où la dague avait touché le sol. La créature robotique arrête soudainement son avancée en remarquant que quelque chose d'étrange s'active sous ses pieds. Paniqué, Natsume prévient que la bestiole est toujours à leur trousse, mais Yuma lui rappelle qu'il l'avait déjà prévenu de sa stratégie. Le gardien robotique se prépare à attaquer implacablement tout intrus, tentant de dérober le trésor. Affichant un sourire rusé dans l'ombre, le protagoniste se prépare à renverser la situation pour de bon. Un piège à ours géant jaillit du sol et emprisonne la machine de fer avec un choc violent. Voyant cette scène inattendue, la tireuse est complètement sous le choc de voir le piège utilisé contre le boss lui-même. Piégé au sol, le monstre se débat violemment en tentant de se libérer du métal qui écrase son armure. Alors que la bête rugit de colère, le garçon explique qu'il avait modifié les mécanismes de la salle un peu plus tôt. Il a utilisé sa magie de mimétisme sur la dague pour altérer le fonctionnement des défenses du labyrinthe. Affichant un regard confiant, le héros décrète que la règle maintenant est de rendre la monnaie de sa pièce en utilisant le décor lui-même. Cependant, avec un effort brut, le géant de pierre force les griffes de fer et parvient à ouvrir le piège. L'aventurier remarque rapidement que la source de toute l'énergie magique de la créature provient de cet unique œil vert. La fille suggère une attaque combinée sur le point faible, et il accepte de suivre ses directives pour cette fois. Sans perdre de temps, la membre de la guilde tire la corde de son arc et charge plusieurs flèches brillantes en même temps. Avec précision, elle tire une rafale continue de projectiles dorés directement sur la cible colossale. Tandis que la tireuse maintient un tir de barrage, le protagoniste court sur les côtés pour contourner l'ennemi. Les explosions couvrent le monstre, mais il tente de contre-attaquer le héros avec un lourd coup de poing, que ce dernier esquive de justesse. Au milieu de la confusion, Yuma rouspète contre son fantôme, parce qu'il vole juste devant lui et lui gâche la vue. La dispute est interrompue lorsque l'immense main du robot s'avance dans le couloir, prête à les écraser. À ce moment-là, l'aventurier marche stratégiquement sur un autre bloc, déclenchant une longue rangée de pics au sol contre la bête. Profitant de la distraction générée par ces nouveaux dégâts, il lance sa lame magique de toutes ses forces et crie le signal. Comprenant l'avertissement immédiatement, Natsume décoche son tir le plus puissant, concentré pour achever le combat. Le projectile de la fille et l'arme du garçon frappent l'œil vert en même temps, provoquant une énorme explosion dans le noyau. Son énergie étant épuisée, l'armure du gardien perd sa force et s'effondre complètement dans la salle. En voyant la poussière retomber, les deux soupirent de soulagement d'avoir survécu à cette folie dangereuse. Le vieux fantôme trouve le duo amusant, commentant qu'il ne sait pas s'ils font une très bonne équipe ou s'ils sont un désastre total. Le système signale que Yuma a gagné plusieurs niveaux, ce qui réjouit le héros car il remplit les conditions de la prochaine mission. À ce moment-là, une lueur intense et invitante attire l'attention au fond de la salle obscure. Curieux de voir la récompense de cette victoire difficile, l'aventurier s'approche du butin laissé sur le sol de l'arène. En analysant l'équipement de près, il est émerveillé, pensant avoir obtenu un objet rare. L'interface révèle une rapière capable d'ignorer les défenses et d'infliger le triple de dégâts aux monstres inorganiques. Tenant l'élégante épée, le protagoniste se félicite que sa statistique de chance lui ait rapporté une arme légendaire. Loin de se détendre comme lui, la tireuse garde un regard anxieux en se rappelant son propre objectif d'entreprise. Concentrée sur l'atteinte de son quota, elle marche précipitamment vers le fond de la salle pour vérifier le reste des récompenses. Entrant dans la zone sécurisée,
La jeune fille fouille l'endroit à la recherche de n'importe quel équipement utile pour la guilde. Sans perdre de temps, elle attrape l'un des coffres fermés en espérant trouver quelque chose de précieux au milieu de tout ça. En ouvrant le compartiment, le système l'informe de l'obtention d'une arme de type étoile du matin améliorée. Tenant la lourde masse, elle soupire de soulagement d'avoir enfin complété la quantité exigée par son patron. En se dirigeant vers la sortie, la membre de l'entreprise remercie le garçon pour son aide essentielle dans sa mission. Il répond avec un sourire tranquille et demande directement si elle a réussi à s'amuser pendant le combat. Le héros commente que le fait d'utiliser les défenses du labyrinthe contre leur propre créateur a dû faire battre son cœur un peu plus vite. La fille baisse les yeux, confuse, répétant l'expression sur le cœur qui s'emballe sans comprendre ce concept dans le cadre du travail. Reprenant la route avec Ludion, le protagoniste conseille à la jeune fille de se détendre un peu plus dans les donjons. Avec un regard amical, il affirme qu'il n'y a aucun mal à profiter de l'aventure de temps en temps. Satisfait du résultat de la journée, l'aventurier fait un signe de revoir et traverse le portail lumineux du labyrinthe. Seul dans le couloir, Natsume réfléchit à cette idée de liberté et conclut froidement qu'elle n'en a pas besoin. Serrant fort son poing, elle se jure à elle-même que sa vie n'existe que pour servir les idéaux de Takashiro. Cependant, alors qu'elle se dirige vers la sortie, la tireuse admet intérieurement qu'elle a été impressionnée par son style de combat. Peu de temps après, à la base de l'entreprise Faucon Glorieux, la porte du président se dresse au bout du couloir. Assis à son bureau, Takashiro la félicite pour l'atteinte de l'objectif, mais exige que l'employé ne se repose pas sur ses lauriers. Rendant le document, le patron lui ordonne de passer la sélection de la nouvelle équipe sans faire d'erreur, et elle accepte. L'homme en costume sourit de façon calculatrice et charge la jeune fille de continuer à surveiller cet aventurier si particulier pour un usage futur. Avec une expression sérieuse et obéissante, la jeune fille accepte de garder un œil sur le protagoniste. Quelques jours plus tard, le lieu de l'examen de sélection pour le nouveau continent est aménagé dans un vaste champ ouvert rempli de joueurs. Marchant parmi les candidats, Yuma avoue être plutôt excité de tester ses compétences ici. Sur une scène improvisée, l'examinateur prend un mégaphone et souhaite la bienvenue aux combattants d'élite. Il commence son discours en rappelant à tous la crise mondiale causée par l'apparition soudaine du nouveau continent. L'évaluateur explique que le territoire découvert abrite des mystères inconnus, exigeant une prudence extrême lors des missions. Pointant les candidats du doigt, il souligne que l'exploration sera risquée et que la moindre erreur sur place sera inacceptable. En raison de ces risques, l'homme annonce que seuls 10 individus dotés d'un corps et d'un esprit supérieur seront choisis. Levant 3 doigts, le porte-parole détaille que l'évaluation consistera en une épreuve théorique, une collecte de ressources et une simulation de combat. Immédiatement, il ordonne à toutes les personnes présentes de former des duos pour entamer la première phase du test. Pris au dépourvu par cette règle soudaine, le héros regarde les autres se regrouper tandis qu'il se retrouve isolé sur l'herbe. Un chronomètre holographique apparaît dans les airs, et le juge prévient que toute personne sans binôme, dans 5 minutes, sera disqualifiée. La pression monte d'un cran, et l'aventurier commence à avoir des sueurs froides en réalisant qu'il ne connaît personne sur place. Courant désespérément dans la foule, Yuma en conclut qu'il doit trouver n'importe quel partenaire rapidement pour ne pas être recalé. Cherchant désespérément un allié, Yuma aperçoit 2 types qui se tiennent non loin de là. Il s'approche aussitôt du plus grand et lui demande s'il accepte de faire équipe. Mais Narumi refuse catégoriquement, traitant le héros de bouffon, et affirmant qu'il n'a pas l'étoffe pour ça. Le protagoniste reste silencieux, tandis que le petit gars lui tourne le dos et part chercher quelqu'un d'autre. Frustré par ce refus, il regarde autour de lui en espérant trouver n'importe quel autre candidat. Sur ce, l'aventurier tente d'attirer l'attention d'un autre participant en tendant la main. Sauf que le type réagit avec pure arrogance et dit à ce moins que rien d'arrêter de lui parler comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. Tenant une caméra, Shimada Kippei en profite pour se moquer de la tenue du garçon devant son public. La tension est à son comble lorsque le chronomètre indique qu'il ne reste plus qu'une minute. Le garçon commence à paniquer, trouvant pathétique d'être éliminé d'entrée de jeu juste parce qu'il n'a pas d'amis. Soudain, une voix brise son désespoir en lui demandant s'il aimerait faire équipe. Surpris, il se retourne et tombe nez à nez avec une tireuse portant un béret et une tenue rouge. Yuma reconnaît aussitôt la fille du précédent donjon et Natsume confirme son identité en se présentant. Soupirant de pur soulagement, le héros célèbre la formation de ce duo qui le sauve de la disqualification. Heureux de sa chance, il tend la main en souriant et dit qu'il a hâte de travailler avec elle. Ignorant cette salutation amicale, Natsume passe simplement son chemin. L'aventurier reste la main tendue, ne comprenant rien à l'attitude froide de sa partenaire. Elle met les choses au clair en disant qu'elle n'est pas là pour se faire des amis et qu'elle se servira de lui pendant l'examen si nécessaire.
S'éloignant sur le terrain, la tireuse se répète mentalement que tout cela est pour l'idéal de son patron. Juste après, la première phase de la sélection commence par une épreuve théorique en plein air. Assis à son bureau, Yuma mordit son crayon, complètement perdu face aux questions. Il serre son stylo très fort, suant à grosses gouttes tout en essayant de déchiffrer la feuille. Pendant que la fille remplit tout avec facilité, le garçon continue de galérer à côté. L'évaluateur prend la parole et annonce que tout duo classé en dessous de la 21e place sera éliminé. Les candidats attendent le résultat sur le tableau holographique, ce qui rend le héros très nerveux. Dès qu'il voit son nom à la 19e position, le protagoniste exulte d'être passé de justesse. Natsume n'en revient pas et lui demande comment il a réussi à avoir la moyenne avec des questions en français dans l'épreuve. Gêné, il avoue qu'il a simplement coché les options qui lui semblaient les plus amusantes. Pendant ce temps, l'écran géant met en évidence le nom de l'équipe qui s'est hissée à la première place sans conteste. Tous les participants tournent leur attention vers les leaders absolus du classement. Vérifiant sa tablette, Natsume reconnaît ces deux-là comme étant le célèbre duo Lame Écarlate. Ils observent de loin le guerrier en armure et la mage qui ont dominé les scores. Concentrés sur la mission, la tireuse prévient qu'ils ne peuvent pas baisser leur garde et lui demande s'il est prêt à prendre des risques. Intimidé par ce ton dramatique, Yuma suggère qu'ils se détendent un peu à la place. La phase suivante de la sélection se déroule dans un endroit sombre appelé la caverne du temps oublié. L'examinateur explique que ce labyrinthe sinueux perturbe le sens de l'orientation et la notion du temps de ceux qui y entrent. La mission est de récolter 3 joyaux qui s'y forment naturellement et de revenir en moins de 2 heures. Alors que les candidats commencent à entrer, le responsable lance un dernier avertissement. Les participants s'enfoncent dans les tunnels rocheux et ténébreux de l'endroit. L'homme conclut en rappelant que la grotte est devenue un repère de monstres, exigeant une préparation totale. Explorant les couloirs éclairés, le duo avance prudemment sur le terrain accidenté. L'aventurier sourit avec enthousiasme en tenant le premier joyau brillant, célébrant cette avancée. Il n'en manque plus que 2, ils accélèrent le pas pour chercher le reste tout en gardant un œil ouvert pour repérer les bêtes. L'environnement clos et silencieux crée une atmosphère tendue autour de l'équipe. Sur ce, Natsume remarque une traînée d'énergie magique palpitant sur les parois de pierre. La fille en déduit que suivre ce sillage lumineux les mènera directement à la source de cette magie. Sans perdre de temps, elle indique la bonne direction dans le tunnel. Un peu plus loin, la tireuse aperçoit quelque chose d'intéressant au plafond de la caverne. Le héros complimente sa perspicacité lorsqu'il remarque un autre joyau coincé dans une formation rocheuse. Confiant, le protagoniste affirme que briser cette barrière avec des attaques à distance sera un jeu d'enfant. Soudain, le duo Lame Écarlate s'approche et commente que ce sont eux qui l'ont trouvé en premier. Agissant avec élégance, le guerrier décide de reculer et de chercher l'objet ailleurs. Les leaders du classement s'éloignent calmement dans le couloir obscur. Natsume est impressionné par cette courtoisie, notant qu'ils comptent sur leur propre force au lieu de voler. Concentrée sur l'objectif, la jeune femme tire sur le plafond et fracasse la roche qui retenait le cristal. Elle attrape la sphère au vol, annonçant avec fierté qu'ils ont déjà sécurisé le deuxième. Le héros sourit tranquillement, certain qu'ils réussiront le test avec le temps qu'il leur reste. Dans une autre partie de la grotte, l'équipe de Narumi et Shimada marche dans les tunnels sombres. Le petit gars râle sans arrêt d'avoir dû faire l'équipe avec un vieux monsieur au lieu d'une guerrière. Interrompant sa plainte, il remarque un monstre flottant d'apparence chétive. En un clin d'œil, la bestiole lance une décharge qui électrocute Narumi sans pitié. Au lieu d'aider, Shimada se met à rire et continue de filmer, demandant si son partenaire va être éliminé. Entendant les cris, l'homme soupire d'ennui et décide d'invoquer son bouclier de lumière. Il fonce dans le tas et écrase le monstre contre le mur en utilisant le poids de sa défense. Étendu au sol, hors d'haleine, le petit gars remercie son compagnon de l'avoir tiré d'affaire. Mais le grand bonhomme rigole et prévient qu'il voulait juste faire plus d'image, puisqu'un partenaire hors jeu poserait problème. Il continue de se moquer de l'expression désespérée de son allié, ce qui irrite considérablement le garçon. Changeant de sujet, Shimada rappelle qu'ils n'ont trouvé aucun autre joyau en chemin. Tenant le seul qu'ils ont récupéré au début, Narumi se plaint qu'il doit y avoir un moyen plus rapide. Le partenaire est d'accord pour se dépêcher, notant qu'ils sont déjà perdus et risquent la disqualification. Refusant la défaite, le petit gars pète un câble et jure qu'il va prouver sa valeur à ceux qui se sont moqués de lui. Poussé par la frustration, il adopte une posture sombre en réfléchissant à un plan risqué. Narumi interpelle son partenaire, lui demandant d'écouter sa nouvelle stratégie. Les deux se rassemblent au milieu du tunnel vide pour discuter des détails de leur tricherie. Affichant un sourire malveillant, Shimada lève le pouce et participe aussitôt à la combine. Reprenant l'exploration, le protagoniste et sa partenaire avancent tranquillement dans les couloirs éclairés de la caverne. Soudain,
Un cri aigu de détresse résonne sur les murs du labyrinthe, attirant l'attention du héros. Inquiet, Yuma avertit la fille de cet appel à l'aide et indique la direction pour aller voir ce qui se passe. En arrivant sur place, il trouve Narumi attaqué de toutes parts par plusieurs monstres flottants qui lancent des décharges. Évaluant la gravité de la situation, le garçon affirme qu'ils doivent aider le concurrent immédiatement. Sans hésiter, il dégaine son arme et se prépare au combat. Sur ce, l'aventurier fonce droit sur les créatures électriques. Haletant, après avoir été sauvé, le petit gars les remercie de leur intervention et se justifie en disant qu'il a été encerclé par manque d'attention. Regardant autour de lui, le héros trouve la situation étrange et demande où est passé son partenaire. À ce moment précis, Shimada s'approche silencieusement par derrière le duo. Avec un regard concentré, l'homme repère l'ouverture parfaite pour agir. Utilisant une compétence de vol rapide, il passe en courant entre le protagoniste et la tireuse en une fraction de seconde. Tenant les deux joyaux de l'équipe, Shimada se félicite que le plan ait fonctionné à merveille. Furieuse de cette traîtrise, Natsume crie en exigeant qu'il rende les objets. Profitant de la distraction, Narumi avance en hurlant et donne une violente bourrade au duo. L'impact fait basculer Yuma et la tireuse dans un trou béant sans qu'il ne puisse se défendre. Alors que les deux glissent le long de la pente rocheuse, l'homme à la caméra salue l'initiative de son partenaire. Exhibant les sphères brillantes, le grand gaillard se moque de leur naïveté pour être tombé si facilement dans le panneau. Satisfait, il annonce qu'il possède désormais les 3 joyaux et qu'ils vont terminer l'examen à la première place. Au fond du trou, Natsume claque, la langue de frustration, de ne pas avoir prévu qu'ils utiliseraient une compétence de vol. Le protagoniste réajuste son chapeau et en conclut qu'ils seront éliminés si la situation reste ainsi. Agissant vite, il grimpe sur un rebord en pierre et tire sa partenaire hors du piège. La fille le remercie pour son aide, tandis que Yuma souligne que le temps presse et qu'ils doivent rattraper les tricheurs. Les deux se mettent à courir à la hâte dans les couloirs rocailleux de la grotte. Au cours de la poursuite, quelque chose attire l'attention du héros. Le garçon freine brusquement et tord le bras pour arrêter Natsume. Confuse par cette pause soudaine, la jeune femme en demande la raison. Regardant un peu plus loin, ils aperçoivent le duo ennemi en difficulté. Tombé au sol, paniqué, le petit gars supplie qu'on l'aide alors que des pics de glace surgissent autour de lui. La menace se révèle être un énorme golem de cristal, barrant la route. Méfiante, Natsume demande si tout cela n'est pas encore une comédie pour leur voler autre chose. Suant à grosses gouttes, le garçon à terre nie désespérément, jurant que le danger est réel. Retranché plus loin, le grand partenaire admet qu'il ne peut pas leur en vouloir d'en douter, mais confirme cette version. Observant la scène, Yuma décide d'agir et propose d'aider le duo ennemi. Cette attitude inattendue laisse le tricheur complètement bouche bée. La tireuse lui demande s'il a perdu la tête, mais le héros affirme simplement qu'il préfère les croire. Le protagoniste explique que si la menace est réelle, ces deux types risquent d'y passer. Invoquant une épée lumineuse, il déclare qu'il préfère se faire avoir plutôt que de laisser quelqu'un périr. Soupirant de fatigue, la jeune fille accepte la décision de son allié. Elle empoigne son fusil et entre dans la mêlée, prévenant les adversaires qu'elle exigera la restitution des joyaux. Toujours à terre, le petit gars n'en revient pas de la gentillesse du garçon même après leur trahison. Courant vers le monstre, Yuma affiche son enthousiasme, laissant le tricheur perplexe face à cette attitude enjouée. Malgré tout, Narumi reconnaît intérieurement que l'attitude du héros est incroyablement classe. D'un saut rapide, l'aventurier intercepte le bras de glace du golem avant qu'il ne frappe ses victimes. Voyant l'action, Shimada prévient de faire attention, car ses propres coups n'ont fait aucune égratignure à la bête. Comprenant la mise en garde, l'aventurier confirme qu'il a saisi la situation. Il se positionne pour attaquer en utilisant sa nouvelle épée dorée. L'arme spéciale possède un effet magique capable d'ignorer les défenses et d'infliger des dégâts massifs aux créatures inorganiques. En guise de couverture, Natsume commence à faire feu avec son fusil en prévenant qu'elle va attirer l'attention de l'ennemi. Les projectiles frappent le corps cristallin du monstre de plein fouet. La rafale de tir pousse la créature à tourner son visage menaçant vers la tireuse. Profitant de la distraction parfaite, Yuma s'élance et transperce le noyau au centre de la poitrine du géant de glace. L'impact direct fait frémir la bête, tandis que des fissures apparaissent sur son armure. Reculant d'un bond, le héros se réjouit que ses attaques fassent de l'effet. Ensuite, il doit esquiver rapidement une riposte agressive du monstre. Cependant, le protagoniste remarque quelque chose du coin de l'œil et prend peur. Il écarquille les yeux en constatant le changement brusque sur le champ de bataille. Ignorant l'épéiste, le golem se retourne et attrape Narumi brutalement. Prise au piège dans la main de la créature, le petit gars affiche un sourire espiègle. Comprenant la stratégie de son allié improvisé,
Yuma complimente l'attitude du tricheur. Sans perdre un instant, le protagoniste concentre de l'énergie dans son épée et fonce vers le monstre. Le regard concentré, il calcule le moment exact pour le coup décisif. D'un mouvement fluide, le héros tranche le bras de cristal du golem, libérant le petit gars du piège. Yuma amortit la chute de son allié improvisé, plaisantant sur le fait qu'il a baissé sa garde une seconde. Touchant le sol en toute sécurité, le tricheur le remercie pour le sauvetage. Se tournant vers l'ennemi endommagé, l'épéiste avance pour porter le coup de grâce au noyau. L'estocade précise détruit la structure de la bête, la faisant exploser en morceaux inoffensifs. La zone étant sécurisée, l'aventurier rassure les autres en leur garantissant qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Ému par ce sauvetage héroïque, Narumi regarde le garçon les larmes aux yeux. Le petit gars s'incline en implorant son pardon pour la tromperie et promet de suivre le protagoniste pour le restant de ses jours. Assise sur un rocher à proximité, Natsume traite le type de sans gêne et prévient qu'elle ne l'a toujours pas pardonné. Mais quelque chose de brillant dans les restes du monstre attire l'attention de la tireuse. Tenant l'objet violet, elle se rend compte avec surprise qu'il s'agit de l'un des joyaux de l'examen. La fille rassemble les pièces du puzzle et le héros en conclut que les créatures étaient renforcées par ces pierres magiques. Rassemblant les 3 sphères nécessaires, Yuma célèbre cette réussite et prévient qu'ils doivent rentrer avant la fin du temps imparti. De retour au point de ralliement, les participants attendent les instructions de l'examinateur dans la grande salle de la caverne. À l'aide d'un mégaphone, l'homme en costume annonce que les 12 duos ayant rapporté 3 joyaux ont réussi l'épreuve. Tandis que les candidats reçus célèbrent avec soulagement. L'organisateur prévient que la bataille finale va commencer dans la foulée. Loin de là, Shimada chuchote en demandant ce qui est arrivé à la fille qui pleure dans son coin. Narumi explique que son partenaire s'est séparé d'elle dans le labyrinthe et a fini par être brutalement éliminé par un monstre. En entendant cette histoire tragique, Natsume baisse la tête, éprouvant de la peine pour ce garçon qui a lutté vaillamment. Feignant la compassion, le duo de tricheurs s'approche de la fille en larmes et s'excuse de ne pas être arrivé à temps. Mais derrière ce masque de héros, le petit bonhomme affiche un regard sombre et cruel. En réalité, ce sont eux-mêmes qui ont attaqué le pauvre garçon par derrière lors d'une embuscade lâche. Le concurrent a été laissé sur le sol de la caverne, gravement blessé après cette agression sournoise. À présent, le faux sauveur retient ses larmes et souligne ses condoléances factices, trompant ainsi tout le monde. Le groupe est ensuite conduit à l'entrée d'une immense arène à l'architecture traditionnelle. Positionné devant les portes, l'examinateur reprend la parole pour expliquer les règles. Il déclare officiellement le début de la dernière étape, la plus dangereuse de l'évaluation des aventuriers. L'homme prévient que la force est essentielle, leur ordonnant d'entrer dans les donjons des généraux bestiaux et de vaincre les boss. Un écran indique que le système calculera les points de contribution de chaque participant pendant le combat. Seules les 5 équipes qui infligeront le plus de dégâts obtiendront l'approbation pour rejoindre l'équipe d'investigation. Analysant le défi, Natsume remarque que les monstres choisis donnent généralement du fil à retordre même aux vétérans. Pendant que tout le monde écoute attentivement les règles, Yuma observe silencieusement l'arme tombée du garçon disparu. Le héros remarque des traces de lame récentes sur le métal, réalisant que les bêtes de l'épreuve n'utilisent pas d'armes et ne laissent pas de telles marques. Avec cet indice en tête, il fixe intensément le duo qui s'est fait passer pour des alliés, reconstituant les pièces de cet acte de trahison. Peu de temps après, les concurrents prennent position devant les portes géantes menant au boss. Le chef des tricheurs et sa partenaire choisissent la salle du feu et demandent amicalement si quelqu'un veut se joindre à eux. Ils maintiennent une attitude accueillante dans l'espoir d'attirer des victimes plus faibles dans leur nouveau piège. Narumi utilise l'excuse que les deux sont de bas niveau et propose de se concentrer uniquement sur l'élimination des petits monstres. D'accord avec cette idée, Natsume suggère qu'ils devraient faire de même pour gagner des niveaux en toute sécurité. Sans prévenir, Yuma lève la main avec enthousiasme, laissant la tireuse complètement abasourdie par cette décision impulsive. Le héros marche vers le duo suspect et accepte l'invitation sur le champ, surprenant même les tricheurs eux-mêmes. Gardant une aura de mystère, le protagoniste affirme qu'il est très curieux de découvrir leur méthode de combat. Pensant avoir trouvé une proie facile, le petit bonhomme sourit de satisfaction et souhaite la bienvenue au nouveau groupe. À l'intérieur de l'arène volcanique, l'équipe mixte tombe sur un immense lion enflammé, rugissant férocement. Observant de loin, le faux guerrier juge le monstre dangereux, mais reste convaincu que sa méthode douteuse fonctionnera. La bête attaque d'un rapide coup de patte, mais la tireuse esquive avec agilité tout en préparant sa contre-attaque. Elle se rend compte que la créature s'est déplacée trop vite pour être touchée directement par ses tirs. Faisant preuve d'intelligence, la jeune fille active un piège explosif pile dans la zone où le lion a bondi. L'impact brise immédiatement la garde du monstre, le laissant paralysé et totalement exposé au danger.
Profitant de cette ouverture parfaite, Yuma félicite sa partenaire pour son travail et avance avec assurance pour en finir. D'un saut impressionnant, l'aventurier porte un coup d'épée foudroyant qui fend la bête en un instant. Il atterrit tranquillement dos à l'ennemi vaincu et commente que cette victoire était assez simple. Intrigué par le silence, le garçon regarde derrière lui et remarque que le duo allié n'a pas l'air ravi du résultat. Natsume célèbre ce succès, tandis que le faux allié loue la synchronisation des deux, justifiant qu'ils n'ont même pas eu le temps d'aider. Cependant, cette atmosphère amicale fait vite place à une expression de pure méchanceté sur le visage du garçon. En quelques secondes, le héros ressent une intention malveillante brutale émanant de ses nouveaux compagnons. Le son du métal, entrant violemment en collision, résonne dans toute la salle du boss, avant même que quiconque ne puisse cligner des yeux. Prise totalement au dépourvu par cette trahison soudaine, la tireuse écarquille les yeux, incapable de digérer la scène. À la grande surprise de l'agresseur, Yuma bloque l'attaque lâche avec son épée, en n'utilisant qu'une seule main. L'attaque surprise échoue lamentablement, arrachant au petit bonhomme un bruit de confusion face à cette résistance inattendue. Réalisant que la cible était déjà préparée à ça, il esquisse un sourire cynique et demande s'il a été démasqué. Repoussant la lame ennemie, le protagoniste confirme ses soupçons et accuse le duo d'éliminer d'autres joueurs. Cette révélation macabre frappe Natsume de plein fouet, et elle reste tétanisée par la panique en comprenant la gravité de la situation. La partenaire du tricheur fait tournoyer sa lance avec entrain, se réjouissant que le moment de s'amuser vraiment est enfin commencé. Se tenant à l'écart de l'affrontement, Yuma demande pourquoi ils commettent ces atrocités au lieu de se concentrer sur les missions. Avec une attitude arrogante, le chef des hors-la-loi répond qu'il ne voit aucun plaisir à combattre des monstres. Il dévoile son sadisme en avouant qu'il adore voir l'expression d'effroi des personnes suppliant pour être épargnées. La complice acquiesce avec un sourire pervers, révélant qu'elle a des frissons rien que d'imaginer le désespoir de ses victimes. Traitant cet acte comme quelque chose de banal, le garçon soutient que ceux qui entrent sur le nouveau continent devraient déjà y être préparés. Il conclut son discours égoïste en disant que, puisque le monde est devenu un jeu, ils ont le droit de s'amuser comme bon leur semble. En entendant tant de cruauté, le regard du protagoniste s'assombrit, envahi par une colère intense contre cette philosophie tordue. L'aventurier marche à pas lourds, condamnant l'attitude méprisable consistant à voler l'avenir des autres pour le simple plaisir. Tenant fermement son arme, il crie furieusement que blesser des innocents ne sera jamais le vrai sens du mot « jouer ». Dans ce moment de tension, l'esprit ancien se matérialise aux côtés du garçon, approuvant sa vision. Le vieil aventurier encourage son protégé à montrer comment on utilise la véritable liberté pour bâtir un avenir. Ayant pleinement confiance dans le potentiel du garçon, l'entité sourit de fierté en regardant la scène se dérouler. Ressentant la résonance de la magie, la main libre du protagoniste commence à émettre une lueur dorée et intense. Sans prévenir, il fonce vers le chef des hors-la-loi, provoquant un choc énergétique brutal entre les lames. Pensant avoir l'avantage, le lâche pousse un petit rire moqueur face à cette offensive. Mais le héros garde une concentration absolue et active immédiatement sa compétence secrète de mimétisme au moment de l'impact. Copiant le style de l'ennemi à la perfection, l'aventurier repousse l'attaque avec une force écrasante. Cette frappe soudaine donne des sueurs froides au malfaiteur, bien qu'il tente de cacher sa nervosité en complimentant ce nouveau tour. Sûr de sa victoire, il bondit avec fureur, en essayant de prouver que ses statistiques sont bien supérieures à celles de son adversaire. Pourtant, Yuma fait voler la défense ennemie en éclats avec une contre-attaque dévastatrice, faisant cracher du sang au petit bonhomme sous l'effet de la douleur. Le poids absurde du coup résonne dans toute l'arène, marquant l'effondrement total de la posture du faux guerrier, dominant complètement le rythme de l'affrontement. Le protagoniste fixe sa proie avec une froideur effrayante. À terre et blessé, le vilain perd la raison et se met à rire de façon hystérique en disant qu'il a adoré voir cette expression. La brutalité implacable du héros, en punissant le tricheur, fait résonner un cri aigu de détresse dans la pièce. Loin de là, la complice du tricheur immobilise Natsume au sol de manière brutale. Sur un ton moqueur, la criminelle humilie la fille en riant de sa souffrance. Pressant sa lame, elle la prévient froidement qu'ils vont tous être éliminés à présent. Face à cette menace, le faux guerrier provoque Yuma pour voir comment il va réagir. Caché derrière un pilier, Narumi panique en constatant que la situation a dégénéré. Le petit gars commente que l'idée de voler le coup de grâce du boss semblait excellente jusqu'à ce moment-là. Mais il souligne que le duo a anéanti le monstre d'un seul coup, et s'étant plus révélé être une bande de déséquilibrés. Suant à grosse route, l'allié improvisé regrette de ne pas pouvoir aider, certain qu'il subirait le même sort. Près de là, deux autres concurrentes cachées décident de fuir le plus vite possible. Sans issue,
Narumi s'excuse en chuchotant qu'il visitera leur tombe plus tard. Pendant ce temps, le héros garde son calme et assure qu'il va donner un dernier avertissement. Fixant le vilain, il jure de mettre fin à cette petite plaisanterie et de tout révéler aux examinateurs. En entendant cette menace, le chef des tricheurs ignore le danger, doutant de la survie du garçon. Il gesticule avec arrogance, rappelant que le héros n'est qu'un moins que rien face à un duo célèbre. Débordant de cruauté, le faux guerrier demande qui le monde croira dans une telle situation. Caché, le grand Shimada observe le faux guerrier rongé par une hostilité intense. Le comportement du vilain ravive le souvenir d'un combat important dans le passé du vétéran. Ce jour-là, il avait battu son adversaire de façon juste et honnête sur le ring. Cependant, le perdant a utilisé les réseaux sociaux pour répandre des mensonges, affirmant avoir été battu par des coups bas, détruit par ses fausses accusations. Le lutteur a fini par être forcé de prendre sa retraite sous un déluge de critiques. Pour tenter de remonter la pente, il a décidé de devenir un créateur de contenu provocateur. Il n'utilisait les jeux et le nouveau continent que comme un moyen de gagner des vues sur Internet. Serrant les poings, l'ex-lutteur avoue qu'il essayait simplement de laisser la vie suivre son cours en mode automatique. Mais en voyant cette injustice se produire, il se lève avec détermination et affirme que ce genre de personne le fait bouillir de rage. Effrayé par cette réaction soudaine, le petit bonhomme demande ce qui prend à son partenaire. Dans l'arène de combat, le protagoniste continue de croiser le fer avec le chef des hors-la-loi. Pressant sa lame, le vilain prévient qu'il va découper le garçon lentement et lui ordonne de ne pas s'évanouir. Dominé par le sadisme, le tricheur exige que le héros hurle de douleur pour lui. Cependant, Yuma reste immobile et retient l'arme ennemie à main nue sans le moindre effort. Le coup est totalement maîtrisé, laissant le criminel sous le choc en réalisant la force absurde du garçon. Sortant de sa cachette, Shimada braque sa caméra et annonce qu'il va révéler le vrai visage du célèbre duo. Pris de court par cette interruption, le leader des malfaiteurs demande ce qu'ils font là. Le petit partenaire explique qu'ils sont entrés en douce parce qu'ils se doutaient que quelque chose de mauvais allait arriver. Exsudant la confiance, le tricheur sympathique se prépare à participer au combat. Pointant le héros du doigt, il le prévient qu'ils vont lui rendre l'appareil et le couvrir pendant la bataille. Regardant par-dessus son épaule, Yuma affiche son soulagement en guise de remerciement pour ce renfort inattendu. Irrité par ces intrus, le criminel menace de s'occuper de tout le monde en même temps, mais le protagoniste garantit qu'il se charge de lui tout seul. Profitant de la distraction, la complice du hors-la-loi fonce furieusement en insultant le groupe tout en préparant une attaque. Rapidement, Natsume active une compétence de défense avec son arme et bloque l'assaut brutal. Emballé par le défi, Shimada s'interpose en assurant qu'il mourrait d'envie de tester sa force contre elle. Repoussé par la parade, la vilaine fixe ses nouveaux adversaires pendant qu'il prépare une lourde riposte. À terre, la tireuse soupire de soulagement et remercie le duo salvateur pour son aide. Reprenant son souffle, la fille invoque son arc d'énergie, sachant que c'est sa grande chance. Elle tire la corde au maximum, préparant un tir décisif et demandant simplement à ses alliés de gagner un peu de temps. Préparant une orbe magique violette, le petit bonhomme garantit qu'ils vont s'en charger. Sans perdre de temps, l'allié lance son orbe magique avec force en direction des ennemis. L'objet explose en libérant un épais rideau de fumée qui aveugle instantanément le chef des malfaiteurs. Profitant de la cécité de son adversaire, l'aventurier bondit en arrière en les remerciant pour cette diversion parfaite. Pendant ce temps, le grand gaillard charge de toutes ses forces, assénant un coup écrasant à la complice du vilain. Son énergie stabilisée, l'archère concentre son regard en prévenant qu'elle va mettre toute sa force dans l'attaque finale. Elle décoche une flèche explosive, gigantesque, qui déchire le décor, tel un faisceau de lumière dévastateur. Le rayon frappe la criminelle de plein fouet, la projetant au loin dans un cri de douleur insoutenable. Pris dans l'onde de choc, le chef du duo est également violemment repoussé en arrière. Glissant sur le sol, le vilain grince des dents en affirmant qu'un petit tour de passe-passe ne suffira pas à le vaincre. Mais en regardant sa propre main, il réalise avec effroi que son arme a mystérieusement disparu. Faisant tournoyer l'épée volée, le petit gars brandit l'équipement en montrant qu'il a utilisé sa compétence de vol. D'un geste vif, il lance la lame en l'air pour que le protagoniste l'attrape. Saisissant fermement l'arme, Yuma annonce que c'est la fin du règne de terreur de cet individu. Avec une concentration totale, le garçon active son esprit ludique en insufflant une puissante magie bleue dans la lame. L'équipement change complètement de forme, dévoilant une resplendissante arme sacrée, fléau du mal. Admirant cette arme purifiée, le héros commente qu'elle a enfin retrouvé l'apparence pure qu'elle a toujours mérité d'avoir. Ne laissant aucune chance de se défendre, le garçon avance calmement vers sa cible. En plein désespoir, le faux guerrier recule,
suant à grosses gouttes et le suppliant de ne pas approcher. En un clin d'œil, le protagoniste frappe le criminel avec un impact si puissant qu'il lui coupe le souffle sur le champ. Fixant cette ordure avec mépris, l'aventurier affirme froidement que ses actes sont impardonnables. Totalement KO, le vilain s'effondre sur le sol de pierre sans pouvoir bouger le moindre muscle. Les deux adversaires vaincus, le groupe triomphe dans l'arène volcanique avec cet ultime avertissement qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Après cette victoire contre ces déséquilibrés, le nouveau quatuor continue d'explorer ensemble les grottes glaciales du labyrinthe. Travaillant en équipe, les aventuriers affrontent des bêtes volantes et parviennent à abattre un boss supplémentaire avec succès. Quelque temps plus tard, l'examinateur en costume rassemble les survivants pour annoncer la fin de cette sélection rigoureuse. L'organisateur félicite les 10 candidats retenus, tandis que le quatuor célèbre sa victoire à grands cris. Tenant les mains de Yuma, Natsume frémit de joie d'avoir enfin atteint son but. Non loin de là, une femme mystérieuse en tailleur rouge observe la célébration des novices dans un silence total. Le duo d'origine tape dans les mains avec force, scellant ce partenariat victorieux dans une scène de liesse. Pendant ce temps, dans un bureau sombre et luxueux, un homme aux cheveux bleus patiente seul, assis à son bureau. Isolé dans sa pièce, l'ancien dirigeant d'entreprise en conclut que le garçon est bien plus doué qu'il ne l'imaginait et compte bien s'en servir pour sa guilde. Tenant un appareil holographique, il remet un objet en demandant qu'il soit utilisé sur le nouveau continent dès qu'une opportunité se présentera. L'objet sinistre est une poupée à un seul œil, capable de contrôler l'esprit de quiconque la regarde pendant 10 secondes. Écoutant les instructions en silence, la femme aux cheveux blancs demande confirmation s'il s'agit bien d'un contrôle mental. Fixant l'écran avec sérieux, le chef d'entreprise assure qu'elle est largement capable de le faire au nom de leur juste idéal. Totalement soumise, l'agente accepte l'ordre reçu sans la moindre hésitation. Quelque temps plus tard, le décor change pour montrer un grand bâtiment dédié aux événements de commerce et d'échange. Le hall principal est complètement bondé d'aventuriers qui négocient des objets et équipements de toutes sortes. Se promenant dans les lieux, Yuma avoue à sa nouvelle partenaire qu'il ne s'attendait pas à voir autant de monde réuni ici. Il commente qu'il vaut mieux faire le plein d'armes et d'objets avant de partir, rappelant que de bonnes négociations permettent de faire de superbes affaires. Cependant, le protagoniste la prévient qu'il doit faire attention aux arnaques et aux objets contrefaits, très fréquents dans ce type de jeu. Soudain, l'aventurier s'aperçoit qu'il parle tout seul et sursaute en remarquant la disparition soudaine de la fille. Avec une expression au bord des larmes, l'agente surgit et se plaint qu'il aurait dû lui parler de ses arnaques plus tôt. Tremblant de frustration, elle pointe du doigt derrière elle en se justifiant que le vendeur avait l'air très gentil et lui avait proposé une pièce formidable. L'objet en question était une cape spéciale, exposée dans une vitrine lumineuse, affichant une excellente qualité. Profitant de la naïveté de la jeune femme, le marchand au visage sympathique lui avait proposé l'article pour 70 000 yens. Croyant faire une affaire en or, elle a payé sur le champ, trouvant le prix dérisoire pour un objet offrant un bonus d'agilité. Le vendeur l'a remercié pour son achat et a rapidement empoché l'argent. Il lui a fait savoir qu'il avait déjà envoyé l'équipement directement dans son inventaire, ce qui l'avait rendue folle de joie. Mais son enthousiasme est retombé à la seconde où elle a ouvert son interface pour n'y trouver qu'une vieille cape sans aucune valeur. Sombrant dans le désespoir absolu, la femme a lu le message cynique de l'escroc, s'excusant d'avoir envoyé le mauvais objet. Quand elle a de nouveau regardé vers le stand, le tricheur avait déjà complètement disparu des lieux. En écoutant cette histoire tragique, Yuma se frappe le front, concluant que l'arnaque s'est produite à la seconde où elle a détourné le regard. Pleurnichant de manière pathétique, l'agente pointe le stand vide, prouvant qu'elle s'est fait voler en toute impunité. Les larmes aux yeux, la pauvre regrette d'avoir dépensé tout son argent là-dedans et pleure de ne plus rien pouvoir acheter. Gardant son sang-froid, le protagoniste répond naturellement qu'ils ont juste à récupérer cet argent. Émettant une magie verte de sa main, Yuma prévient avec assurance que personne ne devrait sous-estimer son intelligence. Il demande à sa partenaire de simplement observer pendant qu'il pointe la direction de sa cible. À l'étage inférieur, l'escroc était déjà en train de remonter son stand pour piéger sa prochaine victime. Sans attirer l'attention, l'aventurier s'approche par derrière en feignant l'intérêt et s'excuse de déranger le vendeur. Avec la plus grande innocence, Yuma demande s'il peut aussi faire des affaires, en commentant qu'il a vu les objets incroyables de tout à l'heure. L'escroc s'emballe, pensant avoir trouvé un autre idiot à qui faire exactement le même coup bas. Entrant dans la peau de son personnage, le protagoniste force une expression humble, affirmant ne pas avoir d'argent et proposant un échange. En voyant l'arme offerte, le tricheur écarquille les yeux, totalement sous le choc. L'offre n'est autre qu'une lame ancestrale mystique dorée, brillant de 1000 cheveux. Le marchand n'en revient pas, pensant qu'une telle lame pourrait acheter des dizaines d'objets épiques, tandis que Yuma demande si c'est suffisant. Se frottant le menton,
Le vendeur pense avoir trouvé la cible idéale et fait semblant de réfléchir à ce qu'il peut donner en retour. Il sélectionne rapidement 3 objets variés de sa vitrine pour tenter de convaincre le novice de conclure l'affaire. Forçant un enthousiasme débordant, le héros demande avec émerveillement s'il donnerait vraiment tout ça. Le charlatan pointe la marchandise pour confirmer l'offre en échange de l'épée dorée. L'échange inclut la cape originale qui avait été refusée plus tôt ainsi qu'un puissant corps de guerre. De plus, une précieuse pierre spirituelle rouge est également ajoutée à l'accord en guise de bonus. Le protagoniste accepte à la minute même, remettant l'arme à l'escroc qui jubile de cette nouvelle acquisition. Tenant l'épée, le vendeur se moque intérieurement en traitant Yuma de clown inexpérimenté pour avoir cédé quelque chose d'une valeur 100 fois supérieure. Mais, à l'instant où la transaction est validée, la lame ancestrale émet un puissant flash verdâtre. L'arme dorée perd toute sa magie et se transforme en un vulgaire morceau de détritus dans la main du tricheur. N'y comprenant rien, le marchand fixe l'objet tandis que le système le prévient qu'une compétence de bluff a altéré sa perception. Immédiatement, l'agent aux cheveux blancs lui saute sur le dos en exigeant des explications au sujet de la fille qu'il a dupée un peu plus tôt. Observant la scène avec un regard moqueur, Yuma félicite l'escroc pour cette excellente affaire. Faisant pression sur le criminel, la femme hurle de colère, ce qui le pousse enfin à la reconnaître comme sa précédente victime. Elle humilie le vendeur à terre, pendant que le héros commente que celui qui cherche à piéger les autres devient toujours la proie la plus facile. Totalement vaincu sur le sol, l'arnaqueur ouvre la fenêtre de son système, indigné par cette compétence illusoire. En vérifiant le profil de son adversaire, il s'étonne de voir que la classe officielle du garçon est une profession cachée. Surpris par cette réaction, Yuma est intrigué de voir qu'il connaît une classe aussi rare. L'escroc marmonne que c'est logique d'avoir été piégé par une classe de niveau légendaire. Il explique que cette profession a été retirée du jeu original avant même la sortie officielle. Curieux de cette information, l'aventurier lui demande s'il travaillait dans le développement du titre. Le vendeur avoue qu'il n'était qu'un testeur de la version bêta et que beaucoup de contenu secret a fini par être écarté par les créateurs. Sur ce, Yuma se demande pourquoi du matériel abandonné refait surface dans la vraie vie maintenant. L'ex-employé en déduit que cette nouvelle profession est parfaite pour ce continent inexploré, vu que ces nouvelles terres semblent elles aussi être du contenu recyclé. Pour clore le sujet, l'agente balance l'argent de la cape sur les genoux de l'escroc et lui dit de garder la pierre spirituelle en guise de pourboire. Acceptant sa défaite, le garçon fait un signe de la main au loin, souhaitant un bon voyage au duo. Yuma lui rend son salut avec beaucoup d'entrain, affirmant qu'il compte bien profiter de chaque seconde de cette aventure. C'est ainsi qu'arrive enfin le jour tant attendu du départ vers le nouveau continent, à bord d'un imposant navire de croisière. Les terres inconnues font toujours palpiter le cœur des gens, même dans un monde plongé dans un chaos total. Les joueurs marchent dans les couloirs éclairés du bateau, ressentant une forte attraction pour cet endroit mystérieux. Accoudé à la rambarde de sécurité, l'aventurier contemple l'océan, impatient de tout voir de ses propres yeux malgré les dangers. Loin de là, l'ancien dirigeant de l'entreprise analyse des hologrammes concentrés sur les ressources vierges de la nouvelle carte. Il convoite les cultures, les plantations inédites et les personnes qui peuplent cette région inexplorée. Avec un regard chargé d'avidité, l'homme en costume décrète que tout ce qui a de la valeur sera placé sous son contrôle. De retour sur le navire, le protagoniste tend la main vers la lumière du soleil, désireux de vivre cette expérience à fond. Dans la pénombre de son bureau, le vilain serre fermement son poing, dominé par une ambition destructrice. Alors que le héros cherche simplement à s'amuser un maximum, son ancien patron désire dominer et exploiter chaque parcelle de ce lieu. En observant le coucher de soleil à l'horizon, Yuma confie à sa partenaire que l'arrivée sur le continent éveille une sensation étrange. L'agente est d'accord avec lui, sentant que, malgré toute leur lutte, leur véritable périple ne fait que commencer. Tenant l'étrange poupée à un seul œil, l'agente prévoit silencieusement de s'en servir dès leur arrivée à destination. Cependant, ce plan est interrompu lorsqu'un fracas violent secoue le navire, effrayant la femme, tandis que Yuma se contente d'observer. Sur le pont supérieur, un marin court désespérément en hurlant pour prévenir que quelque chose de terrible se prépare. Dans une panique totale, le membre de l'équipage donne l'alerte sur une attaque de monstres juste avant d'être pris de court. Une immense queue écailleuse balaye violemment le sol et projette l'homme dans les airs, poussant l'aventurier à crier le nom du garçon. Surpris par la force brutale de l'impact, le garçon lève un regard tendu pour faire face à la source de cette destruction. Hors des eaux agitées, un colossal serpent de mer se dresse, dévoilant sa véritable forme menaçante face au navire.